Une histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveau départ. Cette nuit-là, feignant d'être ivre, le millionnaire murmura à la domestique « Et si je te touche ?» Elle n'imaginait pas à quel point cette question allait tout changer. Regarde cette histoire jusqu'à la fin. Tu seras surprise. Si tu aimes les histoires d'amour et de romance, abonne-toi à cette chaîne et laisse ton commentaire. Chaque jour, nous publions des vidéos comme celle-ci. Avant que le réveil ne sonne, Claire était déjà éveillée. Allongée sur le matelas mince qu'elle partageait avec sa sœur, dans le petit appartement de 2 pièces à la périphérie de Paris, elle observait la lumière grisâtre de l'aube s'infiltrer par les fentes du rideau usé. Son cœur battait au rythme des comptes qui se multipliaient dans son esprit. 1 200 € de loyer, 150 de transport, 400 pour les frais universitaires de Sophie, sa sœur cadette de 3 ans, sans compter la nourriture, l'électricité, l'eau, les médicaments de sa mère qui vivait en province. À 24 ans, Claire portait sur ses épaules le poids de subvenir aux besoins d'une famille entière. Son père était parti quand Sophie était encore un bébé, ne laissant que des dettes et des promesses vides. Sa mère, qui avait travaillé toute sa vie comme couturière, luttait maintenant contre une arthrite qui rendait impossible de tenir une aiguille plus de quelques minutes. Il revenait à Claire d'être le pilier qui maintenait tout debout. Elle se leva sans faire de bruit, prit une douche rapide sous le jet qui alternait obstinément entre glacé et brûlant, s'habilla avec le pantalon noir et le chemisier blanc, qui constituaient son uniforme de travail. Elle attacha ses cheveux châtains en un chignon bas, vérifia son sac contenant les produits de nettoyage qu'elle avait achetés avec son propre argent. Les patrons fournissaient toujours du matériel de qualité inférieure et dessina mentalement sa journée comme on trace le plan d'une pièce vide, tâches, horaires, trajet. Sophie dormait encore profondément, ses livres d'ingénierie éparpillés sur le lit où elle s'était endormie en étudiant. Claire ajusta délicatement une couverture sur les épaules de sa sœur et lui embrassa le front. C'était pour elle qu'il valait la peine de se lever avant le soleil. Le trajet de 2h30 en transport en commun était une routine qu'elle connaissait par cœur. Bus bondé jusqu'à la station de métro, correspondance une autre ligne jusqu'au sud, puis un dernier bus qui serpentait à travers les rues arborées de Neuilly-sur-Seine jusqu'à sa destination. Une demeure silencieuse, entourée de hauts murs et d'arbres taillés avec une précision militaire. Claire avait obtenu cet emploi par l'intermédiaire d'une agence 3 mois auparavant. La maison appartenait à François Delorme, un homme d'affaires de 42 ans, héritier d'un empire financier qui s'étendait des investissements immobiliers aux participations dans de grandes entreprises. Il vivait seul dans cette immensité de marbre et de verre, un palais qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. En franchissant la porte de service à l'arrière de la propriété, Claire ressentait toujours le même serrement au cœur. Ce monde n'accueillait pas, il exposait seulement. Le marbre froid des escaliers, les métaux polis qui réfléchissaient une lumière artificielle, la collection d'œuvres d'art sans poussière et sans histoire, tout ici parlait d'argent. Mais rien ne parlait de vie. Le silence était assourdissant. Il n'y avait pas de rire résonnant dans les couloirs, pas de désordre humain, pas même l'odeur de nourriture faite maison. C'était comme si la maison n'existait que pour impressionner des visiteurs qui venaient rarement. Claire avait travaillé dans d'autres maisons auparavant, certaines plus grandes, d'autres plus petites, mais jamais elle n'avait ressenti autant de vide concentré en un seul endroit. Pourtant, dès le premier jour, elle s'était promis une petite révolution silencieuse. Là où il y aurait de la poussière, qu'il y ait du soin. Là où il y aurait du silence, qu'une chanson surgisse. Là où il y aurait de la rigidité, qu'éclose un geste de chaleur. Le premier jour, en nettoyant la bibliothèque, elle avait trouvé une fleur flétrie dans un vase oublié dans un coin sombre. C'était une orchidée rare, aux pétales qui avaient été blancs avec des bordures rosées. Au lieu de la jeter, Claire l'avait placée près de la fenêtre, l'avait arrosée avec soin et avait laissé un petit mot discret accroché au réfrigérateur en acier inoxydable. La vie trouve des brèches. Monsieur François avait lu le mot, mais n'avait rien dit. Claire l'avait vu le froisser et le jeter à la poubelle. Le deuxième jour, elle avait changé la position de 2 fauteuils dans le salon pour que le soleil matinal atteigne la tranche des livres sur l'étagère. La lumière naturelle faisait toute la différence, transformant l'environnement sombre en quelque chose de plus accueillant. Le troisième jour, en nettoyant une étagère comme qui feuillette des souvenirs qu'elle ne connaît pas, Claire avait commencé à fredonner doucement une chanson
que sa mère chantait en cousant. C'était une mélodie simple, mais qui semblait faire respirer la maison un peu mieux. C'est alors qu'il était apparu. François Delorme était un homme grand, aux épaules larges, et à la posture toujours droite. Ses cheveux noirs avaient des fils gris aux tempes. Ses yeux sombres étaient pénétrants, et il y avait une ligne tendue dans sa mâchoire qui suggérait quelqu'un habitué à tout contrôler autour de lui. Il portait des costumes impeccables, même à la maison, parlait peu et ne demandait jamais. Il déterminait simplement. Claire ne le connaissait qu'à travers des instructions transmises par l'administrateur de la propriété, un homme d'âge moyen nommé Gilbert, qui faisait le pont entre le patron et les employés. Les règles étaient au clair: nettoyage parfait, discrétion absolue et interaction minimale avec le propriétaire. François voyageait constamment pour affaires. Il passait des semaines absent, et quand il était à la maison, il restait enfermé dans son bureau ou sortait pour des réunions qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. Claire le voyait rarement, seulement les traces de sa présence. Une tasse de café à moitié vide sur la table du bureau, des costumes laissés à repasser, une collection croissante de bouteilles de whisky vides dans le bar. Gilbert avait averti que le patron traversait une période difficile. Des problèmes dans les affaires, une séparation tumultueuse qui avait fait la une des journaux à scandale quelques mois plus tôt, et la pression constante d'être le dernier descendant d'une famille qui avait bâti un empire financier sur 3 générations. Claire percevait les signes de la solitude masculine éparpillés dans la maison. Verres et salles abandonnés dans le salon, repas surgelés laissés à moitié, le lit toujours défait de quelqu'un qui dormait mal. Il y avait une tristesse palpable, imprégnée dans les murs de cet endroit, une mélancolie qu'aucun marbre coûteux ne pouvait dissimuler. C'était un jeudi pluvieux de mars quand tout changea. Claire terminait de ranger l'office quand elle entendit le bruit de la porte principale qui se fermait avec force. Il était presque 10 heures du soir, une heure inhabituelle pour que François rentre. Elle aurait dû partir 2 heures plus tôt, mais elle était restée pour finir de nettoyer les lustres de la salle à manger, un travail qui exigeait un soin particulier et qu'elle préférait faire sans se presser. Elle entendit des pas lourds dans le couloir, puis le bruit de quelque chose renversé dans le salon. Claire hésita. Selon les règles, elle devait sortir discrètement par la porte de service et faire comme si elle n'avait rien vu ni entendu. Mais il y avait quelque chose dans le son de ses pas qui l'inquiéta. Quand elle s'approcha de la porte de l'office, elle vit François appuyé contre le comptoir de la cuisine américaine. Il avait enlevé sa veste, desserré sa cravate et tenait une bouteille de whisky à la main. Ses cheveux étaient décoiffés et il y avait sur son visage une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant, un mélange de colère et de désespoir. Il la remarqua immobile sur le seuil de la porte et sourit d'une manière étrange, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Encore là, Claire? Sa voix était un peu pâteuse, mais il y avait quelque chose de calculé dans la façon dont il prononçait son nom, comme s'il testait les limites de quelque chose. « Excusez-moi, monsieur François, je finissais de nettoyer les lustres. Je m'en vais maintenant. Pas besoin de vous presser. » François se servit un verre de whisky, mais renversa une partie du liquide sur le marbre. « Savez-vous ce que j'ai découvert aujourd'hui ?» Claire resta silencieuse, instinctivement alerte. « J'ai découvert que mon ex-fiancée est enceinte de l'homme avec qui elle m'a trompé. 3 mois de grossesse. 3 mois. » Il rit amèrement. « Cela signifie qu'elle était déjà avec lui quand elle était encore avec moi. » Quand elle parlait encore de mariage, de famille, d'avenir, Claire sentit un serrement au cœur. Il y avait une douleur authentique dans sa voix, mais aussi quelque chose de dangereux dans la façon dont ses yeux brillaient. « Je suis désolé, monsieur François. »« Vraiment ?» François fit un pas vers elle. « Ou est-ce simplement de la politesse ? Parce que voyez-vous, Claire, je paye très bien pour que les gens aient pitié de moi quand cela convient. » Il y avait une provocation évidente dans ses paroles, un test que Claire ne comprit pas complètement, mais qui la fit reculer d'un demi-pas. « Je le suis, oui. Personne ne mérite d'être trahi. » François fit un autre pas, réduisant encore la distance entre eux. « Savez-vous ce qui me dérange le plus? Ce n'est même pas la trahison. C'est le mensonge, la mise en scène. Des mois à faire semblant de m'aimer alors qu'elle planifiait une vie avec un autre. » Il inclina la tête, étudiant le visage de Claire. « Cela me fait remettre tout en question. Toutes les relations, toutes les personnes autour de moi. » Claire sentit le danger s'intensifier. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il envahissait son espace personnel,
qui la mettait en alerte maximale. « Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, » dit-elle, essayant de garder une voix ferme. Mais cela ne signifie pas que tout soit faux. François rit à nouveau, mais cette fois le son fut presque cruel. Vous, par exemple, la femme de ménage dévouée, qui laisse des petits mots dans la maison, qui sauve des fleurs mourantes, qui chante en nettoyant. Est-ce réel ou est-ce juste une autre mise en scène? La question était chargée d'une agressivité subtile qui fit durcir le visage de Claire. « Je n'ai pas besoin de faire semblant, monsieur François. Je n'ai aucune raison de le faire. Tout le monde a des raisons. » Il s'approcha encore, envahissant maintenant complètement son espace personnel. « La question est de savoir lesquelles. » Claire sentit son dos toucher le mur. François s'était positionné de manière à bloquer sa sortie, et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler ici, elle eut peur. « Monsieur François, je pense qu'il vaut mieux que vous vous reposiez. C'est une journée difficile. » « Difficile ?» François posa sa main sur le mur à côté de sa tête. « Savez-vous ce qui serait vraiment difficile, Claire? Si je découvrais que même vous, la seule personne dans cette maison qui semble authentique, étiez également fausse. » L'odeur de whisky était forte dans son haleine, mais Claire s'aperçut que l'ivresse n'était pas aussi intense qu'il voulait le faire paraître. Il y avait un calcul derrière ses gestes, une froideur qui l'effrayait plus que n'importe quelle ivresse réelle. « Je ne vous ai jamais menti. » « Pas encore. » François approcha son visage du sien. « Mais et si je vous testais? Et si je franchissais toutes les limites et voyais de quoi vous êtes vraiment faite? » C'est alors qu'il prononça les mots qui se graveraient à jamais dans la mémoire de Claire. « Et si je vous touchais ?» La phrase sortit presque comme un murmure, mais chargée d'une menace évidente. François s'approcha davantage, envahissant les derniers centimètres qui les séparaient. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais pas de peur, d'indignation. À ce moment, toutes les humiliations qu'elle avait avalées au cours de sa vie, toutes les fois où elle avait été traitée comme inférieure, parce qu'elle était née pauvre, toutes les situations où des hommes avaient pensé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'elle, simplement parce qu'elle avait besoin du travail, tout cela remonta à sa gorge comme de la bile. « Ici, personne ne touche sans permission, » dit-elle, avec un calme qui les surprit tous les deux. Il y avait du courage dans cette voix, une force qui venait de très profond. Prendre soin ne signifie pas s'annuler. François parut surpris par la fermeté de la réponse. Claire profita de son hésitation pour se dégager, mais elle ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Elle le traita comme un être humain souffrant, et non comme un patron abusif. Elle écarta doucement le verre de whisky de ses mains, tira une chaise et le guida pour s'asseoir. « Vous êtes blessé », dit-elle avec la même voix ferme, mais maintenant chargée d'une compassion authentique. Et les personnes blessées font parfois des choses qu'elles ne feraient pas normalement. François se laissa guider, semblant confus par sa réaction. Claire alla jusqu'au réfrigérateur, prit une bouteille d'eau et la posa devant lui. « Buvez ceci. » Ce n'était pas une demande. C'était une instruction affectueuse, mais ferme. Ensuite, elle prit une couverture du canapé du salon et la plaça sur ses épaules. « Je vais vérifier si toutes les portes sont verrouillées et les lumières éteintes. Vous devriez monter vous reposer. » François l'observa en silence, tandis qu'elle accomplissait la routine de sécurité de la maison. Il y avait quelque chose dans l'efficacité attentive avec laquelle elle se déplaçait, dans la façon dont elle s'assurait qu'il était en sécurité avant de se préoccuper de sa propre sécurité, qui le laissa profondément honteux. Quand Claire eut terminé, elle s'approcha de la table où il restait assis et sortit un petit bloc-notes de son sac. Elle écrivit rapidement quelque chose et laissa le mot à côté de la bouteille d'eau. « Bonne nuit, monsieur François. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte de service. Avant de sortir, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Le respect est le seul luxe qui vaille vraiment, » dit-elle, le regardant directement dans les yeux. « Vous méritez des gens qui vous respectent, mais cela signifie que vous devez respecter les autres aussi. » La porte se ferma doucement derrière elle, laissant François seul dans l'immensité silencieuse de sa maison. Il resta assis longtemps, regardant le mot qu'elle avait laissé. Quand il le lut finalement, les mots semblèrent faire écho à la phrase qu'elle avait dite. « Le respect est le seul luxe qui vaille. » Le lendemain matin, François se réveilla sur la chaise de la cuisine, encore avec la couverture sur les épaules. Sa tête battait, mais pas seulement à cause du whisky. La honte de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait presque fait,
pesait plus lourd que n'importe quelle gueule de bois. Il relut le mot, comme s'il était un miroir qui reflétait non pas qui il était, mais qui il était devenu. Pour la première fois depuis des mois, François ressentit quelque chose au-delà de la colère ou de l'apitoiement sur soi-même. Il éprouva un remords sincère. Et aussi pour la première fois, il comprit que Claire avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi. Elle avait vu sa douleur sans accepter que cette douleur devienne une excuse pour blesser d'autres personnes. Le silence habituel de la maison ce matin-là n'était plus vide. Il était réflexif, comme si la demeure elle-même était en train de traiter ce qui s'était passé entre ses murs. François prit une douche, s'habilla avec soin, et avant de partir pour le bureau, fit 3 appels téléphoniques qui marqueraient le début d'un changement. Le premier fut pour Gilberte, l'administrateur, demandant une réunion urgente sur les protocoles de travail et la supervision. Le deuxième fut pour le département juridique de l'entreprise, demandant des informations sur les politiques de non-fraternisation et les canaux de dénonciation pour les employés. Le troisième fut pour sa thérapeute, fixant une séance qu'il avait annulée depuis des semaines. Claire arriva au travail comme toujours, ponctuelle et discrète. Elle trouva la maison rangée. François avait lavé le verre et rangé la bouteille de whisky. Il n'y avait aucune trace de la nuit précédente, à l'exception de la couverture soigneusement pliée sur la chaise de la cuisine. Au milieu de la matinée, Gilberte apparut pour une conversation. François avait demandé des changements dans la supervision des employés. À partir de ce jour, toute question liée au travail de Claire devrait passer par Gilberte. François se retirerait de la supervision directe sur elle. En outre, l'entreprise mettrait en place des formations sur le harcèlement et créerait des canaux officiels de dénonciation pour tous les employés. « Y a-t-il eu un problème, Claire ?» demanda Gilbert avec une préoccupation sincère. Claire réfléchit soigneusement avant de répondre. « Il n'y a pas eu de problème, mais c'est toujours bon d'avoir des règles claires. » Gilbert acquiesça, percevant qu'il y avait plus dans l'histoire que Claire n'était disposée à raconter, mais respectant sa discrétion. La règle de non-fraternisation, jusqu'alors ignorée, devint visible comme une pancarte. Pour la première fois, la maison, qui avait toujours fonctionné pour cacher, commençait maintenant à fonctionner pour protéger. Avec la distance nécessaire établie, quelque chose d'intéressant commença à se produire. François commença à observer sans interférer ce que la présence de Claire faisait à cet endroit. Les espaces perdaient leur dureté. Le couloir glacial gagna un banc sous la fenêtre, où elle s'arrêtait pour arranger des fleurs fraîches qu'elle apportait de chez elle. L'office se transforma en lieu de conversation. D'autres employés de la maison commencèrent à se sentir à l'aise pour y prendre un café au lieu de se cacher dans la zone de service. François, qui collectionnait des chiffres et des œuvres d'art, commença à collectionner une nouvelle chose, les mots de Claire. Petits rectangles de papier avec des lettres inclinées, des phrases qui semblaient parler directement à l'âme de la maison. La lumière aime entrer par ici. Le silence parfois n'est que de la timidité. Il existe des coins qui demandent une étreinte. Il les lisait comme s'ils étaient de la poésie, les gardait dans un dossier dans son bureau et commença à percevoir que ces papiers contenaient une sagesse qu'aucun de ses diplômes ou réunions d'affaires ne lui avait enseignée. Claire ne faisait pas que nettoyer la maison. Elle la réveillait. Et peut-être François commença à soupçonner, réveillait-elle aussi quelque chose en lui. 2 semaines après l'incident, François commença à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. La maison respirait différemment. Ce n'était pas seulement une impression, il y avait des changements concrets qui transformaient l'environnement de manière subtile, mais profonde. L'orchidée que Claire avait sauvée le premier jour fleurissait maintenant exubérante à la fenêtre de la bibliothèque. Les pétales blancs au bord rosé semblaient irradier la vie dans un environnement qui ressemblait auparavant à un mausolée. François se surprit à s'arrêter devant elle chaque matin, comme si cette petite explosion de couleurs était un rappel que les choses mortes pouvaient revenir à la vie. Le banc que Claire avait placé, dans le couloir sous la fenêtre, était devenu un point d'arrêt naturel. Elle y laissait de petits arrangements de fleurs qu'elle apportait de chez elle, rien de cher ou d'élaboré, juste des branches de plantes qu'elle obtenait sur les marchés ou que des voisins lui donnaient. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle les disposait qui transformait ce coin en une oasis de beauté. François observait tout cela de loin, respectant la distance qu'il avait lui-même établie.
Gilberte faisait maintenant le pont entre eux pour toute question de travail, et François évitait délibérément les pièces de la maison quand il savait que Claire y travaillait. Mais cela ne l'empêchait pas de remarquer les effets de sa présence. L'office s'était complètement transformé. Ce qui était auparavant simplement un espace fonctionnel avait maintenant sa propre vie. Claire avait suggéré à Gilberte quelques changements simples. Réarranger les chaises pour créer un environnement plus accueillant, placer une petite étagère avec des livres qu'elle avait trouvés abandonnés dans la maison, créer un petit coin avec des plantes qui purifiaient l'air. Les autres employés commencèrent à s'y réunir pendant les pauses. Madame Leclerc, la cuisinière qui travaillait à mi-temps préparant les repas de François, resta pour prendre un café après son travail. Antoine, le jardinier qui venait 2 fois par semaine, commença à déjeuner dans l'office au lieu de manger seul dans le jardin. C'était comme si Claire avait donné la permission pour que la maison soit vraiment habitée, pas seulement entretenue. François collectionnait religieusement ces mots. Il les gardait dans un dossier dans son bureau et les lisait comme s'ils étaient de la littérature. La lumière aimantrée par ici était collée sur une fenêtre qu'il n'avait jamais remarquée restait toujours fermée. Le silence, parfois, n'est que de la timidité, apparue dans le hall d'entrée où l'écho rendait habituellement toute conversation embarrassante. Il existe des coins qui demandent une étreinte, fut trouvé sur un vieux fauteuil qui restait oublié dans un coin du salon. Chaque mot était une petite révélation. Claire voyait la maison d'une manière qu'il n'avait jamais perçue. Non pas comme une propriété, mais comme un organisme vivant qui avait besoin de soins spécifiques pour s'épanouir. Ce fut un jeudi après-midi que François prit une décision qui changerait tout. Il était dans son bureau en train de réviser des contrats quand il entendit le son de Claire fredonnant à l'étage en dessous. La mélodie montait par les escaliers comme une brise, apportant une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. À ce moment, François comprit qu'il ne voulait plus seulement observer les transformations. Il voulait y participer. Mais comment faire cela en respectant les limites qu'il avait établies? La réponse vint à travers Gilbert. François l'appela pour une réunion au bureau de l'entreprise, loin de la maison, pour éviter tout embarras. « Gilberte, j'ai une proposition, » dit François, maintenant le ton professionnel. « J'ai remarqué que Claire a un regard spécial pour l'organisation des espaces. J'aimerais proposer un petit projet. » Gilberte acquiesça, curieux. L'office et la bibliothèque ont besoin d'une réorganisation plus substantielle. Nouveaux meubles, meilleure utilisation de l'espace, création d'environnements plus fonctionnels. J'aimerais savoir si Claire serait intéressée à développer un projet pour cela. Un projet? Gilbert semblait surpris. Oui, un projet technique, avec des plans, des spécifications, un budget. Ce serait quelque chose d'officiel, contracté par l'entreprise, avec un paiement séparé de son salaire. Elle semble avoir du talent pour cela, et j'aimerais lui donner l'opportunité de développer cette compétence. Gilbert resta silencieux quelques secondes, traitant la proposition. « Monsieur François, puis-je demander quelle est la vraie motivation pour cela ?» François apprécia la franchise de l'administrateur. Gilbert était un homme expérimenté, qui avait travaillé pour la famille Delorme depuis presque 2 décennies. Il savait lire entre les lignes. « La motivation est double, » répondit François avec honnêteté. Premièrement, Claire a un talent authentique, qui mérite d'être reconnu et développé. Deuxièmement, je veux que cette maison devienne un véritable foyer, pas simplement un musée. Et elle semble savoir comment faire cela. Et les limites que nous avons établies, elles continuent à s'appliquer. Le projet serait intermédiaire par vous. J'approuverai le budget, mais toute la communication passerait par vous. Ce serait un travail professionnel, rien de personnel. Gilberte acquiesça lentement. Je vais lui en parler. Cet après-midi-là, Gilberte chercha Claire alors qu'elle organisait la bibliothèque. Claire, Monsieur François a une proposition pour vous. Claire arrêta ce qu'elle faisait, alerte. Quel genre de proposition? Un projet de réorganisation de l'office et de la bibliothèque. Il aimerait que vous développiez un projet technique avec des plans et des spécifications. Ce serait un travail à part, rémunéré séparément. Claire resta silencieuse, surprise. Un projet technique? Oui, plan d'étage, spécification de meubles, couleurs, disposition. Un projet de design d'intérieur. Claire sentit son cœur s'accélérer. Le design d'intérieur était son rêve depuis des années. Elle dévorait des magazines de décoration quand elle pouvait se les permettre, étudiait des projets sur Internet,
imaginait comment elle transformerait des espaces si elle en avait l'opportunité. « Mais je n'ai pas de formation technique, dit-elle, étant honnête. Monsieur François le sait. Il a dit que vous avez un talent naturel et qu'il aimerait vous donner l'opportunité de le développer. » Claire pensa aux factures à la maison, aux frais universitaires de Sophie, aux rêves qu'elle devait reporter mois après mois. Combien paierait-il? 2000 € pour le projet complet. Claire dut s'appuyer sur l'étagère. 2000 € représentaient presque le double de son salaire mensuel. Et il ne veut rien en échange. Gilberte comprit la préoccupation derrière la question. « Claire, je travaille pour la famille Delorme depuis presque 20 ans. Je connais Monsieur François depuis qu'il était adolescent. Ces dernières semaines, j'ai vu en lui un changement que je n'avais pas vu depuis longtemps. Cette maison est différente, et il sait que c'est grâce à vous. Je crois que cette proposition est sincère. » Claire passa la nuit éveillée réfléchissant. Sophie étudiait à côté d'elle, entourée de livres d'ingénierie, et Claire imagina à quoi ressemblerait sa vie si elle aussi pouvait étudier le design, si elle pouvait transformer ce talent que tous reconnaissaient en quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, elle donna sa réponse à Gilbert. « J'accepte, mais j'ai quelques conditions. Lesquelles? Je veux que tout soit documenté. Contrat signé, spécification claire de ce qui est attendu, calendrier défini. Et je veux qu'il soit clair qu'il s'agit d'un travail professionnel. Rien de plus. » Gilbert sourit. « Monsieur François sera satisfait de savoir que vous pensez comme une femme d'affaires. » Dans les jours qui suivirent, Claire se plongea dans le projet avec une dédicace qui la surprit elle-même. Elle mesura chaque centimètre de l'office et de la bibliothèque, étudia la circulation de la lumière naturelle, observa comment les gens utilisèrent les espaces, rechercha des meubles qui offriraient de la fonctionnalité sans perdre de confort. Elle travailla tard le soir à la maison, faisant des croquis à main levée, calculant des budgets, recherchant des fournisseurs. Sophie l'aidait avec les calculs plus complexes, et les deux se découvrirent travaillant en harmonie, l'une complétant les connaissances techniques de l'autre. « Tu devrais étudier l'architecture, » dit Sophie une de ces nuits. « Tu as du talent pour ça. »« Avec quel argent ?» répondit Claire, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui ne passait pas inaperçue. « Peut-être après que j'ai obtenu mon diplôme et trouvé du travail. Alors tu pourras étudier. » Claire sourit à sa sœur. Sophie avait toujours trop de foi en l'avenir, une capacité à rêver que Claire enviait et protégeait en même temps. 2 semaines plus tard, Claire présenta le projet. Elle avait demandé à Gilbert de programmer la présentation à un moment où François ne serait pas à la maison, mais il avait insisté pour être présent. « C'est un projet professionnel, » avait-il dit à Gilbert. « Je veux l'évaluer personnellement. » Claire arriva à la maison un samedi matin, portant un dossier avec des plans, des budgets et même quelques échantillons de tissus et de peinture qu'elle avait obtenus dans des magasins de matériaux de construction. Gilbert et François l'attendaient dans l'office, l'espace qui serait le premier à être transformé. Claire respira profondément et commença. « Bonjour, merci pour l'opportunité de présenter ce projet. » Sa voix était ferme, professionnelle. Elle avait répété la présentation plusieurs fois, se préparant à n'importe quelle question. Le concept principal est de créer des espaces qui soient fonctionnels mais aussi accueillants. Des lieux où les gens se sentent à l'aise pour cohabiter, pas seulement pour travailler. Elle ouvrit le dossier et montra le premier plan. Pour l'office, j'ai proposé de réarranger la disposition en créant 3 zones distinctes. Une pour la préparation rapide des aliments, une pour les repas et une pour la détente. L'idée est que l'espace serve tant à la routine des employés qu'au moment de pause. François observait attentivement, tandis qu'elle expliquait chaque détail. Il y avait quelque chose dans la façon dont Claire parlait du projet qui l'impressionnait. Elle ne proposait pas seulement des changements esthétiques, mais pensait à comment les gens interagiraient avec ces espaces. Les couleurs choisies sont neutres mais chaleureuses. Des tons de beige et de vert clair qui dialoguent avec la lumière naturelle qui entre par la fenêtre. Ici, elle pointa vers une zone spécifique du plan. Je suggère une étagère basse qui peut servir tant à ranger des ustensiles qu'à exposer des plantes ou des livres. Gilberte prenait des notes, impressionnée par le niveau de détail. « Et concernant le budget ?» demanda François. Claire se tourna vers un tableau détaillé. « J'ai fait des devis auprès de 3 fournisseurs différents pour chaque article. Le total s'élève à 15 000 €, mais j'ai trouvé quelques alternatives qui peuvent réduire le coût jusqu'à 30%, sans compromettre la qualité. »
François acquiesça. La valeur était dans ce qu'il attendait, et le souci de Claire de trouver des alternatives plus économiques montrait une responsabilité qu'il admirait. Et la bibliothèque? Claire se tourna vers les plans suivants, et François remarqua que ses yeux brillaient d'une manière différente. « La bibliothèque est l'endroit où je vois le plus grand potentiel de transformation, » dit-elle, avec un enthousiasme contenu. « C'est un espace magnifique, mais il est sous-utilisé. Actuellement, il fonctionne plus comme un dépôt de livres que comme un environnement de lecture. » Elle montra un croquis qu'elle avait fait de la bibliothèque actuelle, puis un autre avec ses propositions. L'idée est de créer différents environnements dans le même espace. Une zone pour la lecture concentrée, avec un fauteuil confortable et un éclairage directionnel. Une table d'études pour les consultations et les travaux. Et une zone plus relaxante, avec un canapé et une table basse pour des lectures plus décontractées. François regarda le dessin et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Claire avait capturé exactement ce qu'il ne savait pas qu'il voulait, une bibliothèque qui soit véritablement habitable. Les étagères seraient réorganisées par thème et fréquence d'utilisation. Livres les plus consultés à hauteur facile, ouvrages de référence dans une zone spécifique. Et ici, elle pointa vers un coin de la bibliothèque. Je suggère de créer un petit coin avec des plantes et un fauteuil près de la fenêtre. C'est là où entre le plus de lumière naturelle. C'est exactement là où se trouve l'orchidée, observa François. Claire rougit légèrement. Oui, j'ai remarqué que cette fenêtre a la meilleure lumière de la maison durant l'après-midi. Ce serait du gaspillage de ne pas en profiter. Gilbert regarda Claire puis François et perçut quelque chose dans l'air entre eux. Ce n'était pas romantique. Tous deux maintenaient soigneusement la distance professionnelle, mais il y avait une connexion intellectuelle, une harmonie dans la façon dont ils voyaient le potentiel de ces espaces. « Claire, ce projet est très bien structuré, » dit Gilbert. « Quand pourriez-vous commencer l'exécution? Cela dépend de l'approbation et du budget libéré, mais je peux commencer la semaine prochaine. » François resta silencieux quelques secondes, révisant mentalement chaque détail de la présentation. « Projet approuvé, » dit-il finalement. « Gilbert, veuillez assurer la libération du budget. Claire, vous avez carte blanche pour exécuter tout comme vous l'avez présenté. » Claire sentit une vague de soulagement et de satisfaction. « Merci pour la confiance. »« Une question, » dit François, alors qu'elle rangeait ses papiers. « Où avez-vous appris à faire cela ?» Claire hésita. « Je n'ai pas appris formellement. J'ai toujours aimé observer les espaces, imaginer comment ils pourraient être différents. Ma mère était couturière, et j'ai grandi en la voyant transformer des tissus en beaux vêtements. Je pense que j'ai appris d'elle que de petits détails peuvent faire une grande différence. » François acquiesça, mais il y avait quelque chose d'autre qu'il voulait demander. « Et vos projets? Est-ce quelque chose que vous aimeriez faire professionnellement ?» La question prit Claire par surprise. Elle commença puis s'arrêta. « J'ai toujours rêvé d'étudier l'architecture, mais je n'ai pas les moyens financiers maintenant. »« Pourquoi pas ?» Claire regarda Gilbert puis François. « Ma sœur est à l'université en ingénierie. Ma mère a besoin de soins médicaux. Je suis la seule source de revenus de la famille. » François absorba l'information en silence. Et s'il y avait une façon de concilier? « Comment ça? Les universités ont des programmes du soir, des bourses, des financements. Si vous avez du talent, il existe des moyens de le développer. » Claire sentit son cœur s'accélérer mais se força à garder les pieds sur terre. « Peut-être dans le futur, » dit-elle, « quand ma sœur aura son diplôme et pourra travailler. » François voulait en dire plus, voulait offrir de l'aide, mais il savait que ce serait inapproprié. Alors il acquiesça simplement. « Bien, pour l'instant, concentrons-nous sur ce projet. »« Et Claire? »« Oui, excellent travail. » Dans les semaines qui suivirent, Claire se plongea dans l'exécution du projet. Elle coordonna les fournisseurs, supervisa les peintres, accompagna la livraison et le montage des meubles. Elle se découvrit avoir des conversations techniques avec des professionnels qui la respectaient pour sa compétence, pas pour sa position sociale. François observait tout de loin, impressionné par la capacité de leadership qu'elle démontrait. Claire traitait chaque fournisseur avec respect, mais était ferme sur la qualité et les délais. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et arrivait à communiquer ses idées avec clarté. L'office fut le premier à être terminé, et le résultat dépassa les attentes de tous. L'espace s'était transformé en un environnement accueillant où l'on avait vraiment envie de passer du temps. Les couleurs douces, la disposition des meubles, l'éclairage soigneusement pensé, tout contribuait à créer une atmosphère de foyer. « Madame Leclerc,
La cuisinière fut émue quand elle vit le résultat. « En 40 ans de travail dans des maisons, je n'ai jamais rien vu de tel, » dit-elle à Claire. « C'est comme si vous aviez découvert l'âme de cet endroit. » Antoine, le jardinier, commença à déjeuner dans l'office tous les jours, même quand il n'avait pas de travail dans la maison. « C'est trop bon d'être ici, » expliqua-t-il. « On dirait vraiment une maison de famille. » Mais ce fut quand la bibliothèque fut terminée que François sentit le véritable impact du travail de Claire. Elle avait transformé l'espace en un sanctuaire. Les différentes zones créaient une dynamique naturelle. Le fauteuil près de la fenêtre où l'orchidée fleurissait invitait à la contemplation. La table d'études offrait un espace pour un travail concentré. Le nouveau canapé créait un environnement parfait pour des lectures relaxantes. François testa chaque zone et découvrit que, pour la première fois depuis des années, il avait envie d'y passer du temps. Pas seulement pour travailler, mais pour se détendre, pour penser, pour simplement être. La nuit où la bibliothèque fut achevée, il trouva un mot sur la table d'études. « Les beaux endroits demandent à être habités avec amour. » Ce fut la première fois que François sourit vraiment depuis l'incident de l'orage. Et ce fut aussi la première fois qu'il comprit qu'il était dangereusement près de tomber, amoureux de quelqu'un qui avait transformé sa maison en foyer. Le succès des projets de l'office et de la bibliothèque ne passa pas inaperçu. Gilbert, impressionné par le résultat, mentionna le travail de Claire à quelques contacts dans le secteur du design d'intérieur. En peu de temps, elle reçut 3 invitations pour développer des projets mineurs dans d'autres résidences de la région. Claire avait du mal à y croire. En un mois, elle avait gagné plus d'argent qu'en 6 mois de salaire régulier. Plus important encore, elle avait découvert une passion qu'elle ne savait pas exister. Chaque projet était comme un puzzle fascinant. Comprendre les besoins des gens, interpréter leurs désirs non verbalisés, transformer des espaces en extension de la personnalité de ceux qui les habitaient. Sophie célébra comme si la victoire était aussi la sienne. « Tu dois t'inscrire à la faculté d'architecture », insista-t-elle une nuit, tandis que les deux organisaient les nouveaux projets de Claire sur la table de la cuisine. « Tu as déjà un portfolio, tu as déjà de l'expérience pratique. »« Ce n'est pas encore le moment, » répondit Claire, mais il y avait moins de conviction dans sa voix qu'avant. « Quand alors ? Quand j'aurai mon diplôme ? Claire, tu as déjà sacrifié 3 ans de tes rêves pour moi. Je ne vais pas te laisser en sacrifier 3 de plus. » La conversation fut interrompue par le téléphone. C'était Gilbert. « Claire, j'ai une proposition différente pour vous. La Fondation culturelle de la ville organise une exposition sur le design durable et la réutilisation de meubles. Ils aimeraient que vous y participiez en présentant le projet de l'office et de la bibliothèque. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Une exposition, c'est un événement important. Architectes, designers, investisseurs, ce serait une excellente opportunité de networking pour vous. Claire hésita. Les expositions signifiaient visibilité, et la visibilité signifiait une attention qu'elle n'était pas sûre de vouloir. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici demain. Cette nuit-là, Claire eut du mal à dormir. L'opportunité était tentante, mais aussi effrayante. Et il y avait une autre préoccupation. Et si sa participation à l'exposition attirait une attention indésirable sur sa relation professionnelle avec François? Le lendemain matin, elle arriva à la demeure déterminée à se concentrer uniquement sur le travail. Elle venait de terminer le nettoyage de la bibliothèque quand François apparut, portant une pile de livres. « Bonjour Claire », dit-il, gardant le ton poli mais chaleureux qui était devenu la norme entre eux. « Bonjour. Monsieur François. » François posa les livres sur la table d'études que Claire avait spécifiée dans le projet. « Je voulais vous remercier encore pour le travail dans la bibliothèque. J'y ai passé plus de temps ces dernières semaines que durant les dernières années. » Claire sourit, sincèrement heureuse du compliment. Ce fut un plaisir de travailler sur ce projet. François hésita un moment, comme s'il réfléchissait s'il devait poursuivre la conversation. « Gilbert m'a parlé de l'invitation à l'exposition. C'est une opportunité importante. » Claire fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Gilbert ait mentionné cela. J'y réfléchis encore. Puis-je demander pourquoi? Le projet mérite d'être vu. Vous méritez la reconnaissance. Claire s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où l'orchidée fleurissait exubérante. François resta debout, maintenant la distance respectueuse qu'ils avaient établie. « J'ai peur, » admit-elle. « Peur que l'attention apporte des conséquences que je ne peux pas contrôler. » François comprit immédiatement ce qu'elle ne disait pas. «
Des conséquences pour vous ou pour d'autres? Pour tous. Ils restèrent silencieux quelques secondes. François voulait dire qu'il ne se souciait pas des commérages, qu'il était prêt à affronter n'importe quelle rumeur. Mais il savait que ce serait égoïste de sa part. C'était lui qui avait le privilège de ne pas se soucier de l'opinion d'autrui. Claire n'avait pas cette protection. « Savez-vous ce que je pense ?» dit finalement François. « Je pense que vous devriez prendre la décision basée sur ce qui est le mieux pour votre carrière, pas sur ce qui pourrait ou non arriver à d'autres personnes. » Claire le regarda, surprise par la générosité de la réponse. « D'autres personnes peuvent avoir à faire face aux conséquences de leurs propres décisions, » continua François. « Vous n'êtes pas responsable de protéger qui que ce soit de ses propres erreurs. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui fit comprendre à Claire que François parlait de lui-même. Il disait qu'il ne voulait pas qu'elle limite son potentiel à cause de lui. « Et si je participe à l'exposition et que cela attire une attention indésirable? Alors nous y ferons face quand cela arrivera. » Mais Claire, François fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Vous avez un talent qui peut transformer votre vie. Ce serait un crime contre vous-même de le gaspiller par peur. » Claire sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'attraction, bien qu'elle reconnaisse qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour François qui allait au-delà du respect professionnel. C'était de l'admiration pour la façon dont il était sincèrement préoccupé par son avenir, sans essayer de profiter de la situation. « Je vais accepter l'invitation, » dit-elle, et en prononçant ces mots, elle eut l'impression de sauter d'une falaise. François sourit, un sourire véritable qui transforma complètement son visage. Excellente décision. L'exposition Transformation durable, design avec un but, aurait lieu au Centre culturel de la ville 2 semaines plus tard. Claire se plongea dans la préparation, avec une dévotion obsessionnelle. Elle créa des panneaux explicatifs sur chaque étape du projet, photographia les environnements avant et après la transformation, calcula l'impact environnemental de la réutilisation de meubles. Sophie l'aida avec les aspects techniques, créant des graphiques et organisant des données. Les deux travaillaient tard, et Claire se rendit compte qu'elle vivait une version d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Une femme professionnelle, confiante, avec des connaissances spécialisées. François offrit discrètement de l'aide avec les coûts de participation, mais Claire refusa gentiment. Elle voulait que cela soit entièrement à elle. La semaine avant l'exposition, François voyagea pour affaires à Lyon. Son absence apporta une tranquillité que Claire n'attendait pas, mais aussi un manque qui la surprit. Elle se surprit à penser à lui plus qu'elle ne le devrait, se rappelant des conversations, imaginant ce qu'il penserait de ses nouvelles idées. Ce fut durant cette semaine qu'Amélie Dubois décida d'apparaître. Amélie était l'ex-fiancée de François, une mondaine de 35 ans qui avait grandi dans le même cercle social que lui. Fille d'une famille traditionnelle de Paris, diplômée en communication sociale, mais qui n'avait jamais travaillé un jour dans sa vie, elle était ce que beaucoup considéreraient comme l'épouse parfaite pour un homme de la position de François. La relation avait duré 2 ans, et s'était terminée brusquement quand François avait découvert qu'elle le trompait avec un homme d'affaires marié. Le scandale n'avait pas atteint la presse. Les deux familles avaient suffisamment d'influence pour étouffer la situation, mais avaient laissé François dévasté. Amélie avait disparu pour un séjour en Europe, prétendant avoir besoin de se retrouver. Maintenant, elle était de retour bronzée, plus mince, et apparemment déterminée à reconquérir François. Elle apparut un mardi après-midi, conduisant une décapotable rouge qu'elle gara devant la demeure comme si elle y habitait encore. Claire arrangeait des fleurs dans le hall d'entrée quand la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et se retrouva face à une femme éblouissante. Cheveux blonds parfaitement ondulés, maquillage impeccable, robe de marque qui coûtait probablement plus que ce que Claire gagnait en 3 mois. « Bonjour », dit Amélie, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être la nouvelle employée. Je suis Amélie Dubois, la fiancée de François. » Claire sentit son estomac se nouer. Ex-fiancée voulait-elle corriger, mais elle ne dit rien. « Monsieur François n'est pas à la maison. Il est en voyage. »« Je sais, » répondit Amélie, entrant sans être invitée, « que je suis venue chercher quelques affaires que j'ai laissées ici. » Claire ne savait pas quoi faire. Gilbert n'était pas dans la maison, et elle n'avait pas d'instructions sur la façon de gérer les visiteurs. Peut-être serait-il préférable que Madame revienne quand Monsieur François sera présent. Suggéra Claire. Amélie rit, un son cristallin et légèrement cruel.
Ma chère, je connais cette maison mieux que quiconque. J'y ai vécu pendant 2 ans. Elle marcha dans la maison comme si elle en était la propriétaire. Et Claire la suivit, mal à l'aise. « Oh, comme c'est différent !» commenta Amélie en passant par l'office. « François a fait des rénovations ?» « Il y a eu quelques changements dans l'organisation des espaces, » répondit Claire diplomatiquement. Amélie examina l'environnement avec attention, et Claire perçut le moment exact où elle comprit que les changements n'avaient pas été faits par un professionnel coûteux. « Intéressant, » murmura Amélie. « François a toujours eu des tendances populaires. » Le ton était apparemment désinvolte, mais il y avait du venin dans les mots. Elles arrivèrent à la bibliothèque, et Amélie s'arrêta brusquement. « Mon Dieu, dit-elle, que s'est-il passé ici ?» Claire sentit une pointe de fierté et de protection pour le travail qu'elle avait fait. Elle a été réorganisée pour être plus fonctionnelle. Amélie parcourut l'environnement, touchant les meubles, examinant chaque détail. « François a toujours été très sensible aux influences extérieures, » dit-elle, apparemment se parlant à elle-même, « surtout des personnes en position vulnérable. » Claire comprit parfaitement l'insinuation. « Je pense que j'ai trouvé ce que je suis venue chercher, » dit Amélie se dirigeant vers l'orchidée à la fenêtre. Claire sentit son sang se glacer. « Excusez-moi, mais cette plante a toujours été ici. »« Non, ma chère, » dit Amélie avec un sourire condescendant. « Cette orchidée est une variété rare que François m'a offerte pour notre premier anniversaire. Elle a coûté une fortune. » Claire savait que c'était un mensonge. L'orchidée était presque morte quand elle l'avait trouvée, abandonnée dans un coin sombre. Elle en avait pris soin avec attention. Elle l'avait ramenée à la vie. « Je suis certaine qu'il y a une erreur, » dit Claire, essayant de garder une voix ferme. « Il n'y a aucune erreur, » répondit Amélie, avec la patience exagérée de quelqu'un qui parle à un enfant. « Mais je comprends votre confusion. Les employés s'attachent parfois aux choses de la maison comme si elles étaient les leurs. » Le mot « employé » fut prononcé avec un mépris évident. Claire sentit la colère monter, mais se força à garder son sang-froid. « Je dois parler à Monsieur François avant de permettre que quoi que ce soit retiré de la maison. » Amélie l'étudia quelques secondes, et Claire vit le moment où elle décida de changer de stratégie. « Vous avez raison, » dit soudainement Amélie, subitement sympathique. « Quelle négligence de ma part. Bien sûr, vous devez suivre les protocoles. » Elle ouvrit son sac et sortit son téléphone. « En fait, je vais appeler François maintenant. » Claire regarda, impuissante tandis qu'Amélie composait. « François, mon amour, » dit Amélie quand l'appel fut pris. « Je suis ici, dans notre maison, et... » Une pause. « Comment ça, notre... » « François, tu es ridicule. Bref, je suis venu chercher mon orchidée et ton employé est un peu... difficile. » Claire n'entendait qu'un côté de la conversation. Mais elle perçut par les expressions d'Amélie que François n'était pas réceptif. « Ah, je comprends, » dit Amélie, et son ton changea complètement. « Alors l'employé a la permission de prendre des décisions. Concernant ta propriété, comme c'est intéressant. » La conversation continua pendant quelques minutes de plus, avec Amélie posant des questions apparemment innocentes que Claire devina être dangereuses. « Bien sûr, mon amour. Nous nous verrons à ton retour, » conclut Amélie, et elle raccrocha. Elle se tourna vers Claire avec un sourire qui n'était que performance. « François a confirmé que l'orchidée reste ici. Comme c'est stupide de ma part. » Claire acquiesça, soulagée. « Mais vous savez, » continua Amélie, « il semble très impliqué dans les détails de la maison dernièrement. Très attentif à ce qui se passe ici. » Claire garda le silence. « Enfin, » dit Amélie se dirigeant vers la sortie. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Claire. » Le fait qu'elle connaisse son nom, même sans que Claire se soit présentée, fut comme un signal d'alarme. « Nous nous reverrons certainement bientôt, » ajouta Amélie, et il y avait une promesse sinistre dans ces mots. Après qu'elle fut partie, Claire resta debout dans la bibliothèque pendant longtemps, observant l'orchidée. Les pétales blancs aux bordures rosées semblaient fragilisés, comme s'ils avaient ressenti la menace. François appela 1 heure plus tard. « Claire, Gilbert m'a dit qu'Amélie était là-bas. Je suis vraiment désolé. Allez-vous bien ?» « Et c'est pas... » « Oui, » répondit Claire, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé. Elle n'a plus accès à la maison. Je prendrai les mesures nécessaires à mon retour. « Monsieur François, » dit Claire, hésitant. Elle connaissait mon nom. François resta silencieux quelques secondes. « Je vais revenir plus tôt de voyage, » dit-il finalement.
Ce n'est pas nécessaire. Claire. Sa voix était chargée d'une préoccupation qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Amélie est compliquée. Si elle a décidé que vous êtes une menace, elle peut essayer de créer des problèmes. Quel genre de problème? Le genre qui peut vous nuire. Et cela, je ne le permettrai pas. Il y avait quelque chose dans la fermeté de cette déclaration qui fit accélérer le cœur de Claire. Pas seulement à cause des mots, mais à cause de la façon dont il les avait prononcés. Comme si la protéger était la chose la plus importante au monde. Cette nuit-là, Claire eut du mal à dormir. Elle sentait qu'elle était au centre d'une tempête qui n'avait pas encore vraiment commencé. Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler dans la demeure, elle eut peur de ce que l'avenir réservait. François revint du voyage 2 jours avant que prévu, sur un vol nocturne qui le ramena à Paris à l'aube du jeudi. Claire arriva au travail le lendemain matin et le trouva dans le jardin, prenant un café et passant des appels qu'elle devina être liés à la sécurité. « Bonjour », dit-il quand il la vit, et il y avait une tension dans sa posture qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Bonjour, monsieur François. Comment s'est passé le voyage? »« Productif, mais ce n'est pas important maintenant, » répondit-il. « Claire, nous devons parler. » Ils se dirigèrent vers la bibliothèque, l'espace qui était devenu un refuge pour eux deux. « J'ai engagé une entreprise de sécurité pour faire une évaluation de la propriété, » dit François. « Et j'ai changé tous les codes d'accès. » Claire acquiesça. « Je veux aussi que vous sachiez que si Amélie ou quiconque tente de vous intimider ou de vous mettre mal à l'aise, vous avez mon soutien total pour prendre toute mesure nécessaire. »« Merci. » François hésita, comme s'il décidait combien il devrait en dire. Amélie a tendance à créer des narratifs qui lui bénéficient. Si elle a perçu que vous avez une importance dans ma vie, elle peut essayer d'utiliser cela. Quel genre d'importance? La question sortit avant que Claire ne puisse se contrôler. François la regarda directement dans les yeux, et pendant un moment, les barrières professionnelles qu'ils avaient construites semblèrent fragiles. « Le genre qui me donne envie de vous protéger, » dit-il simplement. Le silence qui suivit était chargé de choses non dites. Tous deux savaient qu'ils étaient en territoire dangereux. « L'exposition est demain, » dit Claire, changeant de sujet. « Oui. Vous êtes prête? »« Je pense que oui. » François sourit. « Je suis certain que ce sera un succès. Vous y serez ?» La question sortit plus pleine d'espoir que Claire ne l'avait voulu. François le remarqua. « J'aimerais beaucoup y être, » dit-il. « Mais peut-être vaut-il mieux que je garde mes distances, du moins pour l'instant. » Claire comprit mais ne put cacher sa déception. « Claire, » dit François, faisant un pas vers elle, « j'y serais si je le pouvais. Croyez-moi. »« Je sais, » répondit-elle, « et je comprends pourquoi vous ne pouvez pas. » Ils restèrent en silencieux à nouveau, absorbant le poids des circonstances qui les maintenaient séparés. « Après l'exposition, » dit finalement François, « peut-être pourrions-nous discuter de quelques projets plus importants. Il y a des personnes dans mon cercle professionnel qui pourraient être intéressées par votre travail. » Claire ressentit un mélange de gratitude et de tristesse. François offrait de l'aider à construire une carrière indépendante, et tous deux savaient que cela signifiait moins de temps ensemble. « Ce serait incroyable, » dit-elle, « et ce serait vraiment le cas. »« Alors c'est convenu, » répondit François. « Après l'exposition, nous discuterons de votre avenir. » Claire acquiesça, ne se rendant pas compte qu'Amélie Dubois était à ce moment même au téléphone avec un journaliste à scandale, semant les graines d'un scandale qui menacerait de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'exposition Transformation durable, design avec un but, ouvrit ses portes un vendredi soir au centre culturel de la ville. Claire arriva 2 heures avant l'événement, vêtue d'une robe bleu marine simple mais élégante, qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, la première pièce de vêtement qu'elle achetait pour elle-même en 2 ans. Ces panneaux étaient à positionner dans une zone privilégiée de l'exposition, à côté de travaux d'architectes renommés et de designers célèbres. Claire ressentit un mélange de fierté et de nervosité en voyant son nom sur une plaque officielle. Claire Martin, projet office et bibliothèque. Réutilisation consciente et design affectif. Sophie arriva peu avant l'ouverture, rayonnante de fierté pour sa sœur. « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici, » dit-elle, aidant Claire à ajuster les derniers détails de la présentation. « Te souviens-tu quand nous étions petites et que tu redessinais le plan de notre maison en imaginant comment ce serait si nous avions l'argent pour la rénover ?» Claire sourit,
mais elle était trop nerveuse pour se concentrer sur les souvenirs. Les premiers visiteurs commençaient à arriver, un monde qu'elle ne connaissait que de loin, des personnes élégantes qui parlèrent d'art et d'investissement comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais alors quelque chose de magique se produisit. Les gens s'arrêtèrent devant son travail. Non seulement ils regardèrent, ils s'arrêtèrent, lurent, posèrent des questions. Un architecte célèbre loua son approche durable. Une décoratrice renommée demanda sa carte. Un journaliste d'une revue d'architecture voulut faire une interview. « Vous avez accompli quelque chose que beaucoup de professionnels expérimentés ne réussissent pas », dit Hélène Rousseau, une architecte de 60 ans qui était une légende dans le secteur. « Vous avez créé des espaces qui parlent à l'âme des gens. Cela ne s'apprend pas à l'université. » Claire sentit des larmes d'émotion dans ses yeux. « Merci, cela signifie beaucoup venant de vous. Appelez-moi Hélène. Et dites-moi, avec quel client travaillez-vous actuellement ?» Claire hésita. Elle se voyait encore comme une femme de ménage qui faisait quelques travaux supplémentaires, pas comme une professionnelle du design. « Je commence. C'était mon premier grand projet. » Hélène l'étudia avec intérêt. « J'ai une proposition pour vous. Je sélectionne de jeunes talents pour un programme de mentorat. » Intéressé? Le cœur de Claire s'emballa. Très intéressé. Parfait. Nous en parlerons la semaine prochaine. La soirée continua de manière surréaliste. Claire reçut 6 invitations pour développer des projets, 3 propositions de partenariat et une offre pour participer à un cours intensif de design durable sponsorisé par une fondation internationale. Il était presque minuit quand elle rentra enfin chez elle, épuisée mais radieuse. Sophie l'attendait éveillée, anxieuse d'entendre chaque détail. « C'était incroyable », dit Claire s'effondrant sur le canapé. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé. »« Moi je peux », répondit Sophie. « J'ai toujours su que tu y arriverais. » Claire s'endormit cette nuit-là en rêvant de possibilités qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer. Elle se réveilla le samedi avec la sensation que sa vie avait changé pour toujours. C'est alors que Gilbert appela. « Claire, je dois vous voir d'urgence. Pouvez-vous venir à la maison maintenant ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui la mit immédiatement en alerte. « Est-il arrivé quelque chose ?»« Je préfère en parler en personne. » Claire s'habilla rapidement et prit les transports en commun jusqu'à la demeure, l'estomac noué d'anxiété. Gilbert l'attendait dans l'office, l'espace qu'elle avait transformé et qui semblait maintenant un refuge face à la tempête qui approchait. « Claire, asseyez-vous, » dit Gilbert, plus sérieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Sur la table, il y avait des exemplaires de 3 magazines à potins et une tablette avec des sites d'actualité ouverts. « Un article est sorti sur vous et Monsieur François » dit Gilbert sans détour. Claire sentit son sang se glacer. Elle prit le premier magazine et vit le titre qui changerait sa vie. « Le millionnaire François Delorme quitte sa... » fiancé pour sa femme de ménage. La photo en couverture la montrait avec François dans la bibliothèque, apparemment en conversation intime. Claire reconnut le moment. C'était quand il l'avait encouragée à participer à l'exposition. Mais l'angle de la photo, clairement prise à travers la fenêtre, faisait paraître qu'ils se regardèrent de façon romantique. « C'est un mensonge », dit Claire, la voix tremblante. « Je sais », répondit Gilbert, « mais continuez à lire. » L'article était un festival d'insinuations et de demi-vérités. Il parlait de la femme de ménage ambitieuse qui a séduit le patron, de favoritisme scandaleux et de pièges à bébé. Et il mentionnait les projets que Claire avait développés comme paiement, exorbitants pour des services suspects. Il y avait aussi des déclarations d'une source proche de la famille, clairement Amélie, insinuant que Claire avait tout planifié depuis le premier jour. Selon notre source, l'employé démontrait un intérêt non professionnel envers M. Delorme dès le début. Les projets de décoration étaient une excuse pour passer plus de temps seul avec lui, disait un passage. Claire sentit la nausée. Où est M. François? Faust dans son bureau, gérant la communication de crise. Claire, cela va devenir un cirque. L'entreprise a déjà reçu des dizaines d'appels de journalistes. Claire regarda les autres publications. Toutes répétaient le même récit, certaines avec des détails encore plus inventés. L'une d'elles montrait des photos de l'exposition de la veille avec la légende. Pendant ce temps, la femme de ménage exhibe le luxe payé par son amant. « Il me suivait », réalisa Claire horrifiée. « Il semble que oui. » Claire se leva, marchant dans l'office comme un animal en cage. « Je dois lui parler. » « Claire », Gilbert hésita.
Peut-être vaudrait-il mieux que vous restiez à l'écart quelques jours, jusqu'à ce que la situation se calme. Rester à l'écart. L'entreprise est préoccupée par les répercussions. Le conseil veut que toutes les activités liées à M. François soient temporairement suspendues. Claire comprit ce qu'il disait sans le dire. « Je suis renvoyé ?» ?»« Savent-ils renvoyé, en congé, avec paiement intégral jusqu'à ce que tout se résolve. » C'était une façon élégante de licenciement temporaire. Claire savait que temporaire pourrait facilement devenir permanent. Et les autres projets que j'ai obtenus hier. Gilberte fit une grimace. « Claire, je suis désolé, mais certains clients ont déjà appelé pour annuler. Ils ne veulent pas être associés au scandale. » Claire eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. En moins de 12 heures, elle était montée au ciel et tombée en enfer. Puis-je au moins prendre mes affaires? Bien sûr. Claire monta chercher ses produits de nettoyage et quelques effets personnels qu'elle gardait dans la maison. En passant par la bibliothèque, elle s'arrêta devant l'orchidée. Les pétales semblaient des plus fragiles, comme si la plante ressentait aussi que quelque chose n'allait pas. Elle laissa un dernier mot à côté du vase. Le soin n'est pas une faute. L'affection n'est pas un crime. Elle descendait les escaliers quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. François entra comme une tornade, le costume froissé, les cheveux décoiffés, les yeux rouges de fatigue et de colère. Ils se rencontrèrent au milieu de l'escalier, et pendant un moment, Claire vit sur son visage toute la douleur qu'elle ressentait dans sa propre poitrine. « Claire, » dit-il montant les marches deux par deux. « Monsieur François, je... » Non, l'interrompit-il doucement. « Ne dites rien, c'est moi qui dois parler. » Ils étaient maintenant sur la même marche, plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis la nuit de l'orage. « C'est ma faute, » dit François. « J'aurais dû prévoir qu'Amélie ferait quelque chose comme ça. J'aurais dû mieux vous protéger. » « Vous ne pouvez pas me protéger de la méchanceté des gens. Je peux essayer, » répondit François, avec une intensité qui fit accélérer le cœur de Claire. « Et je vais le faire. J'ai déjà engagé les meilleurs avocats de Paris. Nous allons poursuivre toutes les publications pour diffamation. »« François, » dit Claire, et c'était la première fois qu'elle prononçait son nom sans le monsieur. « Cela ne fera qu'empirer les choses. Cela donnera encore plus de visibilité. Ça m'est égal. » « Mais pas à moi, » dit Claire, sa voix devenant plus ferme. « Je me soucie de ma dignité, de ma réputation, de ma famille. Sophie va souffrir à l'université à cause de cela. Ma mère va l'apprendre. » François passa ses mains dans ses cheveux, frustré. « Alors que voulez-vous que je fasse? Que je fasse semblant que rien ne s'est passé? Que je les laisse vous détruire? Je veux que vous me laissiez gérer cela à ma façon. » « Quelle façon? » Claire respira profondément. « Je vais disparaître un moment. Laissez la poussière retomber. » Chercher du travail ailleurs, peut-être dans une autre ville? Non, dit immédiatement François. Je ne vais pas vous laisser fuir à cause de cela. Ce n'est pas fuir. C'est une stratégie. C'est une injustice, rétorqua François. Vous n'avez rien fait de mal. Mais les gens croient que si. Et tant qu'ils le croiront, je ne pourrai pas travailler dans mon domaine. François resta silencieux, sachant qu'elle avait raison. Et si je quittais temporairement l'entreprise? Si je m'éloignais jusqu'à ce que la situation se résolve? Claire le regarda avec un mélange d'affection et de tristesse. « François, vous ne pouvez pas renoncer à votre vie pour moi. »« Ma vie ?» François rit amèrement. « Quelle vie? Avant que vous n'arriviez ici, j'existais simplement. Vous m'avez montré ce que c'est que de vraiment vivre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'un aveu qu'aucun des deux n'était préparé à entendre. « Vous ne pouvez pas dire cela, » murmura Claire. « Pourquoi pas? C'est la vérité. Parce que cela rend tout plus difficile. » François fit un pas vers elle. « Claire, je... » « Non, » l'interrompit-elle, reculant. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Ils restèrent immobiles dans l'escalier, séparés par seulement quelques centimètres, mais aussi par un abîme de circonstances. « Si vous partez maintenant, » dit finalement François, « quand nous reverrons-nous? »« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Claire. « C'est inacceptable. C'est la réalité. » François ferma les yeux, essayant de contrôler l'émotion. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-il, ouvrant les yeux. « L'exposition d'hier. »« J'y étais. » Claire écarquilla les yeux. « Comment ça? »« Je suis arrivé après votre départ. J'ai parlé avec plusieurs personnes de votre travail. Hélène Rousseau m'a parlé de la proposition de mentorat. Elle a dit que vous avez un talent exceptionnel. » Claire sentit des larmes se former. « Pourquoi y êtes-vous allé? »« Oh, parce que j'avais besoin de vous voir briller. » J'avais besoin d'être témoin du moment où le monde reconnaîtrait ce que je savais depuis des mois.
Et maintenant? Maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous assurer d'autres opportunités comme celle-là. Claire secoua la tête. Tout ce qui viendra de vous maintenant sera vu comme une faveur, comme un paiement pour service rendu. La cruauté des mots le frappa comme un coup de poing. Vous savez que ce n'est pas ça. Je le sais, mais le reste du monde ne le sait pas. Ils restèrent à nouveau silencieux, absorbant l'impossibilité de la situation. Claire, dit François d'une voix basse. Si les circonstances étaient différentes, mais elles ne le sont pas, l'interrompit-elle doucement. Elles pourraient l'être. Dans le futur. Claire le regarda dans les yeux et y vit une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Dans le futur, beaucoup de choses peuvent se passer, dit-elle. Mais maintenant, je dois penser au présent. François acquiesça, même sans être d'accord. Que ferez-vous, dame, rentrer chez moi? Prendre soin de ma famille. Chercher un autre travail. Et vos rêves? L'architecture. Claire sourit tristement. Les rêves peuvent attendre. Et ils ont déjà attendu avant. Je ne veux pas qu'ils attendent à cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de gens comme Amélie, qui ne supportent pas de voir des gens comme moi prospérer. François sentit une colère profonde en entendant le nom de son ex-fiancée. Elle paiera pour ce qu'elle a fait. François, dit Claire, touchant légèrement son bras. C'était le premier contact physique volontaire entre eux depuis la nuit de l'orage. Ne transformez pas cela en guerre. Les gens comme elle se nourrissent de conflits. Son toucher envoya un courant électrique dans le bras de François. Il regarda sa main sur son bras, puis ses yeux. « Comment faites-vous pour être si sage à 24 ans? La vie enseigne vite quand on n'a pas le choix, » répondit Claire. François couvrit sa main avec la sienne, dans un geste doux mais chargé de sens. « J'ai une proposition, » dit-il. « Je vous écoute. Donnez-moi 6 mois. 6 mois pour résoudre cette situation, pour nettoyer votre nom, pour vous garantir que vous pourrez retourner travailler dans votre domaine sans ombre du passé. Et si vous n'y arrivez pas, alors je respecterai votre décision de recommencer ailleurs. » Claire regarda leurs mains, encore connectées sur la rampe de l'escalier. « Et si vous y arrivez ?» François hésita, comme s'il décidait combien de ses sentiments il pouvait révéler. « Si j'y arrive, j'aimerais avoir la chance de mieux vous connaître. Sans patron et employé, sans scandale. Juste François et Claire. » Le cœur de Claire s'emballa. C'était la déclaration la plus proche d'un intérêt romantique qu'il avait faite. « François, je sais que je demande beaucoup. Je sais que c'est égoïste de ma part. Mais Claire, vous avez changé ma vie. Pas seulement la maison, moi. Et je ne peux pas accepter que notre histoire se termine ainsi. » Claire regarda dans ses yeux et y vit une sincérité qui la toucha profondément. « 6 mois, répéta-t-elle. 6 mois. Et pendant ces 6 mois, vous vivez votre vie. Vous cherchez du travail, vous prenez soin de votre famille, vous poursuivez vos rêves, sans interférence de ma part, à moins que vous ne le demandiez. Et vous, je travaille à nettoyer cette confusion et, si possible, à devenir un homme qui mérite une seconde chance avec vous. » Claire sentit des larmes couler sur son visage. « Pourquoi faites-vous cela ?» François toucha doucement son visage, essuyant une larme avec son pouce. « Parce que ces derniers mois, vous m'avez montré qu'il existe une différence entre vivre et simplement exister. Et maintenant que je connais la différence, je ne peux pas revenir en arrière. » Claire ferma les yeux, appuyant son visage contre sa main pendant un bref moment. « 6 mois, accepta-t-elle finalement. 6 mois, confirma François. Ils se séparèrent lentement, sachant tous deux qu'ils faisaient un pari risqué sur l'avenir. Claire finit de descendre les escaliers et prit son sac. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « François. »« Oui ? Prenez soin de l'orchidée. » Elle aime l'eau filtrée et la lumière indirecte. François sourit pour la première fois de cette terrible journée. « J'en prendrai soin. » Claire quitta la demeure pour la dernière fois, sans savoir si elle y reviendrait. Mais pour la première fois de sa vie, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, certains rêves étaient assez forts pour survivre aux tempêtes. Pendant ce temps, François resta immobile dans l'escalier longtemps, tenant la promesse qu'ils s'étaient refaite l'un à l'autre, comme si c'était un talisman contre l'incertitude de l'avenir. Dehors, Amélie Dubois lisait les gros titres avec satisfaction, sans imaginer qu'elle venait d'unir 2 personnes dans un lien encore plus fort que n'importe quelle passion, la complicité de ceux qui décident de lutter ensemble contre le monde. Les 6 mois qui suivraient mettraient à l'épreuve non seulement l'amour naissant entre François et Claire, mais aussi la force de caractère des deux.
Et seul le temps dirait si certaines histoires sont vraiment assez fortes pour vaincre toutes les adversités. Tentar novamente a continuare editar plotted. Continuation of French Story Translation. La personne me demande de continuer la traduction de l'histoire en français. Je vais poursuivre avec la suite de l'histoire en maintenant le style et en continuant à adapter les noms et lieux au contexte français. Les 2 premiers mois après le scandale furent les plus difficiles de la vie de Claire. L'appartement qu'elle partageait avec Sophie devint un refuge d'où elle sortait à peine, excepté pour des travaux de ménage sporadiques qu'elle trouvait dans des quartiers éloignés, priant toujours pour ne pas être reconnue. Les gros titres s'étaient répandus sur les réseaux sociaux et Claire découvrit de la pire façon possible que le monde numérique n'oublie pas. Ces photos circulaient dans des groupes de potins, toujours accompagnés de commentaires cruels sur les profiteuses et les femmes sans vergogne. Sophie rentra un jour les yeux rouges, après avoir été confrontée à l'université par des camarades qui avaient vu les articles. « Ils ont dit que tu es célèbre maintenant », raconta Sophie, essayant de plaisanter. « Célèbre pour les mauvaises raisons, mais célèbre quand même. » Claire serra sa sœur dans ses bras, sentant le poids de la culpabilité. Ce n'était pas juste que Sophie paie le prix de ses choix, même si ses choix n'étaient que de travailler honnêtement et de tomber amoureuse de la mauvaise personne. La situation financière se détériora rapidement. Les travaux de ménage étaient rares et mal payés. Claire dut vendre quelques meubles pour payer les factures essentielles. Les frais universitaires de Sophie étaient en retard, et elle vivait à la limite de la carte de crédit. Ce fut dans ce moment de désespoir qu'Hélène Rousseau appela. « Claire, je sais que vous traversez une période difficile, » dit l'architecte sans détour. « Mais j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Claire hésita. Depuis le scandale, toute opportunité professionnelle la rendait méfiante. Quel genre de proposition? Je coordonne un projet de revitalisation d'un quartier à Clichy-sous-Bois. C'est un travail social, financé par une ONG internationale. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre sensibilité aux espaces et votre capacité à comprendre les besoins réels des gens. Claire sentit son cœur s'accélérer. Clichy-sous-Bois était l'une des plus grandes cités défavorisées de Paris, un lieu où ses compétences pourraient faire une réelle différence dans la vie des gens. Mais Hélène, avec toute cette polémique, « Claire, l'interrompit Hélène, j'ai connu votre travail avant de connaître votre histoire personnelle, et franchement, je me moque des potins de magazines. Ce qui m'importe, c'est le talent, le dévouement et le caractère. Vous possédez les 3. Claire sentit des larmes lui monter aux yeux. Quelle serait ma fonction? Science coordinatrice de design communautaire. Salaire de 6 000 € par mois. Plus avantages sociaux. Le projet a une durée initiale d'1 an, mais peut être renouvelé. C'était plus d'argent que Claire n'en avait jamais gagné. Plus important encore, c'était une chance de recommencer en faisant quelque chose qui comptait vraiment. « J'accepte », dit-elle sans hésiter. « Parfait. Nous commençons lundi. » Pendant que Claire reconstruisait sa carrière loin des projecteurs, François menait sa propre bataille. Les premiers mois après la séparation furent un enfer de réunions avec des avocats, des enquêteurs privés et des spécialistes en gestion de crise. L'équipe de communication de l'entreprise travaillait sans relâche pour contrôler les dégâts, mais François découvrit que nettoyer une réputation est beaucoup plus difficile que de la détruire. Les rétractations, quand elles venaient, apparaissaient dans les pages intérieures des journaux alors que les accusations avaient fait la une. François engagea une société d'investigation pour retrouver l'origine des photos et des informations divulguées à la presse. Ce qu'ils découvrirent fut plus sordide qu'ils ne l'imaginaient. Amélie avait payé un paparazzi pour suivre François pendant des semaines. Le photographe s'était infiltré dans la propriété, soudoyant un employé sous-traitant pour avoir accès au jardin. Les photos de François et Claire avaient été prises à travers des téléobjectifs, sous des angles soigneusement choisis pour paraître intimes. Pire encore, Amélie avait fabriqué de fausses preuves, des courriels forgés, de faux reçus de paiements suspects, même des enregistrements de conversations modifiés pour sembler compromettants. Nous avons suffisamment de matériel pour la détruire légalement, dit Thomas Moreau, l'avocat pénaliste que François avait engagé. Diffamation, calomnie, violation de propriété, falsification de documents. Elle risque de 3 à 5 ans de prison. François resta silencieux un long moment. Je veux qu'elle soit exposée publiquement avant tout procès, dit-il finalement. Je veux que le monde sache exactement qui est Amélie Dubois. François, avertit Thomas, cela peut être risqué.
Si elle se rend compte que nous avons tout découvert, elle pourrait tenter quelque chose de plus drastique. Qu'il en soit ainsi, je ne permettrai pas qu'elle continue à détruire des personnes innocentes. Pendant ce temps, François vivait sa propre solitude. La demeure que Claire avait transformée en foyer était redevenue un mausolée. Il prenait personnellement soin de l'orchidée, suivant religieusement les instructions qu'elle avait laissées. La plante était devenue un lien tangible avec elle, un symbole d'espoir que les belles choses peuvent survivre aux temps difficiles. Les nuits étaient les pires. François se retrouvait à déambuler dans les pièces que Claire avait redessinées, se rappelant des conversations, lisant et relisant les mots qu'elle avait laissés. Plusieurs fois, il se surprit à vouloir conduire jusqu'au quartier où il savait qu'elle habitait. Mais il se retenait toujours. Il avait promis 6 mois de distance et il comptait tenir parole. Gilberte, qui était devenu le confident de François dans cette phase difficile, le trouva lors d'une de ces nuits d'insomnie, assis dans la bibliothèque avec un verre de whisky intact à la main. « Monsieur François, puis-je suggérer quelque chose ?»« Bien sûr, Gilberte. Peut-être serait-il préférable de vendre cette maison. Recommencer ailleurs. » François regarda autour de la bibliothèque, voyant les changements que Claire avait apportés. La disposition des meubles, les plantes près de la fenêtre, le coin lecture qu'elle avait créé. « Non, dit-il finalement. Cette maison a une âme maintenant. Ce serait un crime de la tuer. Alors peut-être est-il temps de la remplir de vie à nouveau. » François comprit ce que Gilbert voulait dire, mais il n'était pas prêt. Pas encore. Au 3e mois, Claire était complètement immergée dans le projet de Clichy-sous-Bois. Elle travaillait avec des familles pour redessiner des espaces minuscules, maximisant la fonctionnalité et apportant de la beauté dans des environnements qui la connaissaient rarement. Elle découvrit que beaucoup des principes qu'elle avait appliqués dans la demeure de François fonctionnaient encore mieux ici. La lumière aimantrée par ici devint littérale quand elle aida une famille à repositionner des fenêtres improvisées pour mieux profiter de l'éclairage naturel. Il existe des coins qui demandent une étreinte. Devint réalité quand elle créa un coin lecture dans une maison de 15 mètres carrés où vivaient 6 personnes. Le travail était épuisant, mais profondément gratifiant. Claire sentait qu'elle utilisait enfin ses talents pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Hélène devint plus qu'une patronne, c'était une véritable mentor. Un après-midi où elles travaillaient ensemble sur le projet d'une crèche communautaire, elle posa une question que Claire n'attendait pas. « Claire, avez-vous déjà pensé à étudier l'architecture ?»« J'y pense tous les jours, » répondit honnêtement Claire. « Mais je n'ai pas les moyens financiers. » « Et si je vous disais qu'il existe une possibilité ?» Claire arrêta ce qu'elle faisait. « Comment ça ?» L'ONG a un programme de bourse pour les employés talentueux. Nous couvrons 70% des frais. Vous travaillez à mi-temps et étudiez à mi-temps. Claire sentit son cœur s'emballer. Hélène, ce serait justice, compléta Hélène. Vous avez trop de talent pour le gaspiller. Ce soir-là, Claire appela Sophie avec la nouvelle. Les deux pleurèrent de joie au téléphone, voyant enfin la lumière au bout du tunnel. Tu vas réaliser ton rêve, dit Sophie. Enfin! Nous allons réaliser nos rêves, corrigea Claire. Parce que rien de tout cela ne serait possible sans ton soutien. Ce fut au 4e mois que les choses commencèrent à changer radicalement pour François. L'équipe d'investigation avait rassemblé suffisamment de preuves, non seulement pour innocenter François et Claire, mais pour exposer complètement Amélie. Plus encore, ils découvrirent qu'elle avait déjà fait cela auparavant. 3 autres hommes avaient été victimes de stratagèmes similaires. Amélie avait un schéma. Elle s'approchait d'hommes riches, créait des relations, et quand ils rompaient, pour avoir découvert ses trahisons ou simplement par perte d'intérêt, elle se vengeait en détruisant toute personne qu'elle considérait responsable de la fin de la relation. Un homme d'affaires de Lyon avait perdu son mariage à cause de fausses accusations qu'Amélie avait plantées sur lui et une employée. Une mondaine de Bordeaux avait vu sa carrière détruite quand Amélie avait répandu des mensonges sur une prétendue liaison avec le petit ami d'Amélie de l'époque. C'est un schéma de comportement psychopathique, expliqua la psychologue judiciaire que François avait consultée. Elle ne peut pas accepter le rejet et a toujours besoin d'un bouc émissaire. François savait qu'il avait suffisamment de munitions pour détruire Amélie, mais il voulait le faire de la bonne façon. Il ne suffisait pas de gagner en justice. Il voulait que la vérité éclate publiquement, pour que Claire puisse retrouver sa dignité.
L'opportunité surgit quand Amélie commit une erreur fatale. Enivrée par le succès d'avoir vaincu François, elle commença à se vanter publiquement de sa vengeance. Lors d'une soirée de la haute société parisienne, elle dit à plusieurs personnes qu'elle avait donné une leçon à François et à sa petite amie. L'une des personnes présentes était Mathilde Laurent, journaliste d'investigation, qui avait été camarade de classe de François à l'université. Mathilde sentit l'histoire et contacta François. « J'ai des informations selon lesquelles votre ex-fiancé se vante d'avoir monté tout ce scandale », dit Mathilde lors d'un déjeuner discret. « Si vous avez des preuves, je peux en faire un article qui nettoiera votre nom et celui de... » Claire. François sourit pour la première fois depuis des mois. « J'ai des preuves plus que suffisantes. » L'article de Mathilde sortit un jeudi matin avec le titre « La vérité derrière le scandale. Comment Amélie Dubois a forgé une romance pour se venger de son ex. » Il était dévastateur. Documents falsifiés, photographies manipulées, enregistrements édités, tout exposé avec des preuves techniques irréfutables. Plus encore, l'article révélait le schéma de comportement d'Amélie, avec d'autres cas similaires documentés. En quelques heures, Amélie devint la méchante de l'histoire. Les réseaux sociaux qui avaient crucifié Claire se retournaient maintenant contre elle. Justice pour Claire devint un sujet tendance sur Twitter. François était au bureau quand Gilbert appela. « Monsieur François, la maison est entourée de journalistes qui veulent une déclaration. »« Je ne ferai pas de déclaration, » répondit François. « Cette histoire concerne Claire, pas moi. » « Et concernant Claire, elle est au courant de l'article ?» François hésita. Durant les 4 mois de séparation, il avait résisté à la tentation de la contacter. Mais maintenant, je ne sais pas. J'espère que oui. Claire apprit l'existence de l'article par Hélène, qui arriva au bureau de l'ONG avec le journal à la main et un sourire d'une oreille à l'autre. « Claire, vous devez voir ça. » Claire lut l'article 2 fois, ressentant un mélange de soulagement, de justice et de tristesse. Du soulagement pour enfin voir son innocence prouvée. De la justice en voyant Amélie exposée pour ce qu'elle était vraiment. Et de la tristesse en sachant que François avait tant travaillé pour nettoyer son nom. « Il a fait ça pour vous, » dit Hélène observant l'expression de Claire. « Il l'a fait pour la justice, » corrigea Claire, mais toutes deux savaient qu'il y avait plus que cela. « Claire, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Vous avez encore des sentiments pour lui. » Claire resta silencieuse un long moment. « Hélène, quand on aime quelqu'un qu'on ne peut pas avoir, que fait-on ?»« Ça dépend, » répondit Hélène. « Pourquoi ne pouvez-vous pas l'avoir ?»« Parce que nous sommes de mondes différents. Parce que même avec mon nom lavé, il y aura toujours des gens qui me verront comme la femme de ménage qui a séduit le patron. Et s'il ne s'en souciait pas? Mais moi, si. Je ne veux pas qu'il ait à se justifier pour le reste de sa vie de m'avoir choisi. » Hélène étudia Claire quelques secondes. « Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez peur. » Peur de quoi? Peur d'être heureuse. Peur de découvrir que certains contes de fées peuvent être réels. Ce soir-là, Claire ne put dormir. Elle resta sur le petit balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville et pensant à François. Elle pensa à l'orchidée qu'ils avaient sauvée ensemble, aux transformations qu'ils avaient créées dans la demeure, aux mots qu'elle écrivait et qu'il gardait comme des trésors. Elle pensa à la façon dont il l'avait défendue, au travail qu'il avait fait pour nettoyer son nom, à la patience avec laquelle il attendait la fin des 6 mois qu'ils avaient convenus. C'était au 5e mois que le destin décida de forcer une rencontre. Claire revenait de l'université. Elle avait commencé ses études d'architecture 2 semaines plus tôt, quand elle vit une foule de personnes arrêtées dans la rue. Il y avait une ambulance, des camions de pompiers, beaucoup de mouvements. Un immeuble était en feu à quelques pâtés de maison. Claire s'approcha pour voir si elle pouvait aider d'une façon ou d'une autre, quand elle entendit quelqu'un crier « Il y a un enfant piégé au 3e étage !» Sans réfléchir, Claire se dirigea vers l'un des pompiers. « Je suis architecte », mentit-elle. Techniquement, elle n'était encore qu'étudiante. « Je connais l'immeuble. Je peux vous aider à trouver des voies d'accès alternatives. » Le pompier la regarda avec méfiance, mais la situation était désespérée. « Que savez-vous de la structure ?» Claire était passée devant cet immeuble des centaines de fois en allant au travail. C'était un vieil édifice mal entretenu, mais elle avait observé son architecture avec des yeux professionnels. Il y a un escalier de secours externe sur le côté gauche, mais il est bloqué par une extension irrégulière. Cependant,
Si vous montez par l'immeuble voisin, vous pouvez traverser par le toit. Le pompier transmit l'information par radio et en quelques minutes, une équipe exécutait exactement le plan que Claire avait suggéré. 15 minutes plus tard, l'enfant était sain et sauf. « Comment saviez-vous pour le passage par le toit ?» demanda le pompier. « Je travaille dans la revitalisation de communautés, » expliqua Claire. « J'ai appris à observer les structures architecturales d'une façon différente. » C'est alors qu'elle entendit une voix familière derrière elle. « Claire ?» Elle se retourna et trouva François debout à quelques mètres, encore en tenue de travail, apparemment rentrant du bureau. Ils se regardèrent pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. François était plus mince. Il y avait de nouvelles lignes de tension autour de ses yeux, mais son regard restait le même, intense, affectueux, plein de choses non dites. « François, dit-elle, sentant son cœur s'accélérer. Vous allez bien? Je vous ai vu parler avec les pompiers. Je vais bien. J'étais juste en train d'aider. » François s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse, mais néanmoins plus proche qu'il ne l'avait été depuis des mois. « J'ai appris que vous étudiez l'architecture, » dit-il. « Comment l'avez-vous su ?» François hésita. « Hélène Rousseau est amie de ma famille depuis des années. Elle me l'a dit. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Claire ne savait pas si elle devait être heureuse ou préoccupée par le fait que François suivait sa vie à distance. « Je suis heureux pour vous, » continua François. « J'ai toujours su que vous y arriveriez. » François, à propos de l'article, « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » l'interrompit-il. « C'était la chose juste à faire. Merci quand même. » Ils restèrent silencieux, observant le mouvement des pompiers qui finissaient d'éteindre l'incendie. « Claire, » dit finalement François, « il reste encore 1 mois. » Elle comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. 1 mois pour compléter les 6 mois qu'ils avaient convenus. « Je sais. Ces mois ont été les plus longs de ma vie, » confessa-t-il. Claire sentit des larmes se former dans ses yeux. « Pour moi aussi. » François voulait la toucher, voulait l'étreindre, voulait dire que le délai n'importait plus, qu'il voulait qu'elle revienne à la maison. Mais il respecta l'accord qu'ils avaient fait. « 1 mois, répéta-t-il. « 1 mois, confirma-t-elle. Ils se séparèrent cette nuit-là en sachant que quelque chose avait changé. La rencontre fortuite avait brisé une partie de la distance qu'ils avaient maintenue, et tous deux sentirent que la fin des 6 mois ne pouvait pas arriver assez vite. François retourna chez lui et passa la nuit entière éveillé, regardant l'orchidée que Claire avait sauvée et qui fleurissait maintenant plus exubérante que jamais. Claire rentra chez elle et raconta à Sophie leur rencontre. « Et alors ?» demanda Sophie anxieuse. « 1 mois, dit Claire. « 1 mois pourquoi ? Pour découvrir si certains miracles se produisent vraiment. » Sophie sourit. « Ils se produisent, Claire, surtout quand on se bat pour eux. » Il restait exactement 1 mois pour découvrir si François et Claire réussiraient à transformer cet amour soigneusement cultivé en quelque chose qui pourrait fleurir à la lumière du jour, sans secret, sans scandale, juste 2 cœurs qui avaient appris que certaines connexions sont trop fortes pour être brisées par n'importe quelle tempête. Le dernier mois passa comme une éternité et un clin d'œil à la fois. Claire plongea dans ses études d'architecture avec une passion qui surprit même ses professeurs. Ses expériences pratiques en design communautaire donnaient une profondeur unique à ses projets académiques et elle se démarqua rapidement dans sa classe. Hélène était devenue plus qu'une mentor, c'était une seconde mère. Un après-midi où elles travaillaient ensemble sur le projet d'une école à Clichy-sous-Bois, elle posa une question qui prit Claire par surprise. « Claire, avez-vous déjà entendu parler du concours national de design durable ?»« J'en ai entendu parler, » répondit Claire, concentrée sur le dessin d'une salle de classe qui maximiserait la lumière naturelle. « C'est ce concours prestigieux qui récompense les meilleurs projets d'architecture sociale ?»« Exactement. Et je pense que vous devriez y participer. » Claire s'arrêta de dessiner. « Hélène, c'est un concours national. Des architectes diplômés, des bureaux célèbres y participent, et aussi des étudiants talentueux qui ont quelque chose de réel à montrer, » interrompit Hélène. « Claire, vous avez un portfolio que 90% des architectes diplômés envieraient. Vos projets à Clichy-sous-Bois ont vraiment changé des vies. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Le concours national était connu pour découvrir des talents et catapulter des carrières. Le gagnant recevait une bourse d'études complète, la chance de faire un stage dans des bureaux internationaux et, plus important encore, la reconnaissance professionnelle définitive.
Quel serait mon projet? Que diriez-vous de Maison avec cœur, ce projet que vous avez développé pour la demeure, mais élargi? Montrez comment les principes que vous y avez appliqués peuvent être utilisés dans le logement populaire, les espaces communautaires, les écoles. Claire resta silencieuse, traitant l'idée. Maison avec cœur avait été plus qu'un projet, c'était une philosophie de vie. Quand est la date limite? Dans 3 semaines. Claire respira profondément. Je vais essayer. Pendant que Claire travaillait fiévreusement sur son projet pour le concours, François vivait ses propres dilemmes. Les 6 mois touchaient à leur fin, et il n'était pas sûr de comment il devrait aborder Claire quand le délai expirerait. La demeure avait retrouvé de la vie après la révélation de la vérité sur Amélie. François avait réengagé une équipe d'employés, mais avait toujours précisé que la bibliothèque et l'office devaient être maintenus exactement comme Claire les avait laissés. Gilberte, qui avait observé la souffrance silencieuse de François pendant tous ces mois, décida de prendre une initiative. « Monsieur François, puis-je faire une suggestion ?»« Bien sûr, Gilberte. Pourquoi n'organisez-vous pas un événement ici dans la maison? Quelque chose lié à son travail ?» François leva les yeux des papiers qu'il révisait. « Comment ça? Hélène Rousseau m'a dit que Claire participe à un concours important. Pourquoi ne pas offrir la maison comme lieu d'exposition des projets finalistes? Ce serait une façon de soutenir la cause sans paraître personnel. » François considéra l'idée. C'était intelligent. Une façon d'être présent dans la vie professionnelle de Claire sans violer les limites personnelles qu'ils avaient établies. Pensez-vous qu'elle accepterait? Je pense qu'elle comprendrait qu'il s'agit d'une opportunité professionnelle importante. François sourit pour la première fois depuis des semaines. Contacté. L'organisation du concours. 2 semaines plus tard, Claire reçut un appel qui changerait tout. « Claire, êtes-vous assise ?» demanda Hélène avec une excitation évidente dans la voix. « Oui, pourquoi ?»« Votre projet est en finale du concours. Vous êtes l'une des 10 finalistes nationales. » Claire faillit lâcher le téléphone. « Comment ça ?»« Comme vous l'entendez. Maison avec cœur, architecture affective dans les espaces populaires, a été sélectionnée parmi plus de 1000 projets de tout le pays. » Claire s'assit lourdement sur la chaise. Elle n'arrivait pas à y croire. « Et il y a plus, » continua Hélène. « La cérémonie de remise des prix aura lieu dans une demeure à Neuilly-sur-Seine, spécialement offerte pour l'événement, par un homme d'affaires qui veut soutenir l'architecture sociale. » Claire sentit son estomac se nouer. Il n'y avait qu'une seule demeure à Neuilly-sur-Seine qu'elle connaissait assez bien pour qu'elle soit choisie pour un tel événement. « Hélène, » dit-elle d'une voix tremblante, « quelle est l'adresse de l'événement ?» Hélène cita l'adresse que Claire connaissait par cœur. « C'est la maison de François, » murmura Claire. « Je sais, » dit doucement Hélène. « Il a offert l'espace via des canaux officiels quand il a appris que le concours avait besoin d'un lieu. Claire, c'est une opportunité professionnelle importante. Ne laissez pas des questions personnelles interférer. » Claire resta silencieuse, traitant l'information. « Sait-il que je suis finaliste ?»« Je ne sais pas. » Le processus s'est fait par l'organisation du concours, sans mentionner les noms spécifiques des finalistes. Claire respira profondément. « Quand est l'événement ?»« Vendredi prochain. Exactement 6 mois après le jour où vous vous êtes séparés. » Le symbolisme n'échappa pas à Claire. François avait respecté exactement le délai qu'ils avaient convenu. Le vendredi de l'événement, Claire se prépara avec le soin de quelqu'un qui savait que cette soirée changerait sa vie pour toujours. Elle porta une robe vert foncé qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, élégante mais pas ostentatoire, professionnelle mais féminine. Sophie l'aida à organiser ses documents de présentation. « Tu es nerveuse ?» demanda Sophie. « Terrifiée », admit Claire. « Je ne sais pas si c'est à cause du concours ou à cause d'autre chose. »« Claire, » dit Sophie, arrêtant ce qu'elle faisait pour la regarder directement. « Tu as changé. Ces 6 derniers mois. Je t'ai vu te transformer en une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut. Peu importe ce qui se passe ce soir, tu as déjà gagné le plus important. Quoi donc? Toi-même. » Claire arriva à la demeure 1 heure avant l'événement pour vérifier l'installation de sa présentation. En franchissant les grilles, elle ressentit une vague d'émotions si intense qu'elle dut s'arrêter un moment pour se reprendre. Tout était identique, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. La maison semblait plus vivante, plus accueillante. Il y avait des lumières douces illuminant le jardin, de la musique classique jouant doucement, un mouvement délicat de préparation pour quelque chose de spécial.
Gilberte l'accueillit à l'entrée. « Claire, » dit-il avec un sourire chaleureux, « c'est merveilleux de vous revoir. »« Bonjour, Gilberte. Comment allez-vous ?»« Très bien, et très fier. J'ai appris que vous êtes l'une des finalistes. Je n'arrive toujours pas à y croire. Croyez-y, vous le méritez. » Gilberte la guida à travers la maison, montrant où chaque finaliste présenterait son projet. Claire fut désignée pour la bibliothèque, l'espace qu'elle avait elle-même transformé. Quand elle entra dans la bibliothèque, Claire sentit son cœur s'arrêter. Tout était exactement comme elle l'avait laissé 6 mois auparavant. Mais il y avait quelque chose de nouveau. L'orchidée qu'elle avait sauvée le premier jour s'était multipliée. Il y avait au moins 20 pousses de la même espèce, réparties le long de la fenêtre, toutes fleurissantes exubérantes. Et à côté du vase original, il y avait un mot familier. La vie trouve des brèches. Claire reconnut sa propre écriture. Mais en dessous, il y avait un ajout en écriture masculine. Et quand elle les trouve, elle fleurit pour toujours. « C'est votre phrase », dit une voix derrière elle. Claire se retourna et trouva François debout à l'entrée de la bibliothèque. Il était impeccable dans un costume bleu marine, mais il y avait une vulnérabilité dans ses yeux qu'elle reconnut immédiatement. « François, » dit-elle, comme si elle n'avait pas respiré depuis 6 mois et pouvait enfin remplir ses poumons d'air. Claire. Ils restèrent immobiles quelques secondes, absorbant la réalité d'être dans le même environnement à nouveau. « Les orchidées, » dit finalement Claire. « Vous m'aviez dit d'en prendre soin, alors j'en ai pris soin, et elle s'est multipliée. » François fit un pas vers elle. « Comme tout ce que vous touchez. » Claire sentit des larmes se former dans ses yeux. « François, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, » l'interrompit doucement François, « je dois vous dire quelque chose. Je ne savais pas que vous étiez finaliste quand j'ai offert la maison pour l'événement. Je l'ai découvert hier quand j'ai reçu la liste des projets qui seraient représentés. » « Et qu'avez-vous ressenti en le découvrant ?» François sourit, ce sourire authentique qui transformait complètement son visage. De la fierté. Une immense fierté que la femme qui a changé ma vie soit reconnue par le monde entier. Claire baissa les yeux, émue. « Claire, » dit François en s'approchant davantage. « Il y a 6 mois, nous nous sommes promis que j'utiliserais ce temps pour devenir un homme qui mérite une seconde chance avec vous. Je veux que vous sachiez que j'ai utilisé chaque jour pour cela. » Comment ? J'ai appris à être vulnérable. J'ai commencé une thérapie. J'ai changé ma façon de me rapporter aux gens. J'ai cessé de confondre contrôle et protection. François fit une pause. Et surtout, j'ai appris que l'amour véritable ne consiste pas à posséder quelqu'un. Il s'agit de créer de l'espace pour que la personne s'épanouisse. Claire le regarda dans les yeux et y vit une maturité émotionnelle qui n'existait pas 6 mois auparavant. « Et vous, » continua François, « vous avez utilisé ce temps pour devenir la femme incroyable que vous avez toujours eu le potentiel d'être. Indépendante, talentueuse, accomplie. Vous n'avez plus besoin de moi ou de qui que ce soit pour être complète. Et cela change-t-il quelque chose ? Cela change tout, répondit François. Parce que maintenant, si nous choisissons d'être ensemble, ce sera parce que nous voulons partager nos vies complètes, pas parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Claire sentit son cœur s'accélérer. François, Claire, j'ai encore les mêmes limites sociales qu'il y a 6 mois. Je suis toujours vu comme le millionnaire privilégié. Il y aura toujours des gens qui remettront en question notre relation. Et cela vous dérange? Non, dit François sans hésiter. Cela ne me dérange pas du tout, parce que j'ai appris que l'opinion des bonnes personnes est la seule qui compte. Et les bonnes personnes comprendront que ce que nous avons est réel. Claire fit un pas vers lui, réduisant encore la distance entre eux. Et qu'avons-nous exactement? François sourit, touchant doucement son visage. Nous avons une histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées au mauvais moment, mais qui ont eu la patience d'attendre le bon moment. Nous avons un respect mutuel, de l'admiration, de la complicité. Il fit une pause, la regardant directement dans les yeux. Et nous avons de l'amour. Un amour qui a survécu au scandale, à la séparation, à la croissance personnelle et au temps. Claire ferma les yeux, sentant son toucher sur son visage. « François, je t'aime, dit-elle, prononçant enfin les mots qu'elle avait gardés pendant des mois. « Je t'aime d'une façon que je ne savais même pas possible. »« Je t'aime aussi, » répondit François. « Je t'aime depuis des mois. Je t'aime pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour moi, pour la femme incroyable que tu es devenue. » Ils s'embrassèrent alors, lentement, comme qui savoure quelque chose de précieux qu'il a failli perdre. C'était un baiser différent du seul qu'ils avaient échangé des mois auparavant.
Celui-ci était un baiser mûr, conscient, chargé de promesses et de certitudes. Quand ils se séparèrent, François appuya son front contre le sien. « Claire, je veux te poser une question. Mais d'abord, je veux que tu saches que ta réponse ne changera rien entre nous. Nous resterons ensemble quoi qu'il arrive. » « Quelle question ?» François s'éloigna un peu et, à la totale surprise de Claire, s'agenouilla devant elle. « Claire Martin, dit-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» Claire le regarda, puis la boîte, puis lui à nouveau, complètement sous le choc. « François, Avant que tu ne répondes, dit-il rapidement, je veux que tu saches que je ne te demande pas d'épouser l'homme d'affaires riche. Je te demande d'épouser l'homme que tu as aidé à découvrir qui il est vraiment. L'homme qui veut passer le reste de sa vie à créer de beaux espaces avec toi, pas seulement des maisons, mais une vie. » Claire regarda la bague simple, élégante, parfaite, puis les yeux de François, qui brillaient d'un espoir vulnérable. « François, tu es sûr, même en sachant qu'il y aura toujours des gens qui diront que tu t'es marié avec ton ex-femme de ménage. » « Claire, dit François en se levant et prenant ses mains, je suis fier de me marier avec la femme qui a transformé ma maison en foyer, qui m'a appris que prendre soin n'est pas s'annuler, qui m'a montré que le respect est le seul luxe qui vaille vraiment. Si cela dérange quelqu'un, le problème est le leur, pas le nôtre. » Claire sentit des larmes couler sur son visage. « Oui, dit-elle, souriant à travers les larmes. Oui, j'accepte. » François glissa la bague à son doigt et l'embrassa à nouveau, cette fois avec une joie pure qui envahit toute la bibliothèque. C'est alors qu'ils entendirent des applaudissements venant de la porte. Gilbert était debout à l'entrée, souriant d'une oreille à l'autre. « Excusez-moi d'interrompre, dit-il, mais les autres finalistes arrivent et... » Il fit une pause, les regardant avec une affection paternelle, et je ne pouvais pas manquer ce moment. Je l'attendais depuis 6 mois. François et Claire rirent, toujours enlacés. « Gilbert, dit François, je veux que vous soyez le premier à savoir. Nous allons nous marier. »« Il était temps, répondit Gilberte. Maintenant, Claire, vous avez une présentation à faire, et François, vous avez des invités à recevoir. » L'événement se déroula comme un rêve. Claire présenta Maison avec cœur à un auditoire fasciné, expliquant comment de petits changements dans l'organisation des espaces pouvaient transformer des vies entières. Elle parla de dignité, de respect, de comment l'architecture pouvait être un acte d'amour. François regardait du fond de la bibliothèque, rayonnant de fierté. Quand le résultat fut annoncé, Claire avait remporté la première place. Le projet gagnant, dit le juré principal, a accompli quelque chose de rare, unir l'excellence technique avec une profonde humanité. Maison avec cœur n'est pas seulement une question d'architecture, il s'agit de créer des espaces qui honorent la dignité humaine. Claire monta sur la petite scène improvisée dans la bibliothèque, tenant le trophée et regardant l'assistance d'architectes renommés, de journalistes et de personnalités du monde de l'art. « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont appris que la transformation est possible, dit-elle. En particulier les familles de Clichy-sous-Bois, qui m'ont montré que le foyer n'a rien à voir avec la taille ou le luxe, mais avec l'amour et l'attention. » Elle fit une pause, cherchant François dans l'assistance. « Et je veux dédier ce prix à quelqu'un qui m'a appris que parfois nous devons désapprendre tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes vraiment. » François sentit son cœur se remplir d'une émotion qu'il ne savait pas, nommer. Après l'événement, quand les derniers invités furent partis, François et Claire restèrent seuls dans la bibliothèque. Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où l'orchidée originale fleurissait entourée de ses descendants. Et il était debout à côté d'elle, tous deux contemplant l'espace qui avait été le décor de tant de transformations. « François, » dit Claire, jouant avec la bague à son doigt, « puis-je te demander quelque chose ? N'importe quoi. Quand as-tu su que tu m'aimais ?» François sourit, s'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil. « Veux-tu la réponse romantique ou la réponse honnête ? » « L'honnête. La nuit de l'orage, quand tu m'as dit que prendre soin n'est pas s'annuler. C'est à ce moment que j'ai compris que tu voyais en moi un homme meilleur que je ne l'étais réellement. Et c'est à ce moment que j'ai décidé que je voulais devenir cet homme. Et la réponse romantique? Quand j'ai lu le premier mot que tu as laissé, « La vie trouve des brèches », c'est quand j'ai su que tu n'étais pas seulement quelqu'un qui nettoyait ma maison. Tu étais quelqu'un qui comprenait que les choses mortes pouvaient revenir à la vie. Claire se leva et se plaça entre ses jambes, posant ses mains sur la poitrine de François.
Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans toute cette histoire? Quoi? Comment nous avons pu tomber amoureux de façon si profonde, tout en maintenant tant de respect l'un pour l'autre? Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons jamais perdu cela. François couvrit ses mains avec les siennes. C'est parce que tu m'as appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et tu m'as appris que je peux être aimé exactement comme je suis, sans avoir besoin de me diminuer pour entrer dans la vie de quelqu'un. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois sans hâte, savourant la certitude qu'ils auraient toute une vie devant eux. « Claire, » dit François quand ils se séparèrent, « il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il la guida jusqu'à la table d'études et ouvrit un tiroir. De l'intérieur, il sortit un dossier familier. C'était là qu'il gardait tous les mots qu'elle avait écrits. « Tous ?» demanda Claire, surprise. « Tous, et il y a plus. » François ouvrit le dossier et Claire vit qu'entre ces mots originaux, il y avait de nouveaux papiers, des mots qu'il avait écrits en réponse aux siens tout au long des mois de séparation. « La lumière aime entrer par ici », lut-elle à voix haute, et en dessous, surtout quand tu la portes avec toi. Le silence, parfois n'est que de la timidité, lut François. Et parfois, ce n'est que de la nostalgie qui attend d'être brisée. Claire rit à travers les larmes. Tu as écrit des réponses à tous, à tous. C'était ma façon de maintenir une conversation avec toi-même quand nous ne pouvions pas parler. Claire feuilleta le dossier, lisant les réponses que François avait écrites. Chacune montrait un homme apprenant à exprimer ses sentiments, apprenant à être vulnérable, apprenant à aimer vraiment. François, dit-elle finalement, je veux que tu saches que ces 6 mois ont été les plus difficiles et les plus importants de ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont obligé à découvrir qui je suis quand je ne m'occupe pas de tout le monde. J'ai découvert que je suis forte, talentueuse, capable de rêver grand. Elle le regarda avec affection. Et j'ai découvert que je peux aimer quelqu'un sans me perdre moi-même. François l'embrassa sur le front. Sais-tu ce que nous allons faire maintenant? Quoi? Nous allons construire une vie ensemble. Je ne vais pas habiter dans ta vie ni toi dans la mienne. Nous allons créer notre propre vie où il y a place pour tous tes rêves et les miens aussi. Et où allons-nous habiter? François sourit. Où tu veux. Cette maison, un autre endroit, une nouvelle maison que nous concevrons ensemble. Le lieu n'a pas d'importance. Si, il en a, dit Claire. Je veux rester ici. Cette maison a notre histoire dans ses murs. Elle a la première orchidée que nous avons sauvée, les espaces que nous avons transformés ensemble. Elle a les souvenirs de comment nous sommes devenus qui nous sommes. Alors nous resterons ici, accepta François, et nous continuerons à transformer des espaces, ensemble. 6 mois plus tard, François et Claire se marièrent lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la demeure. Ce ne fut pas un mariage de la haute société. Ce fut une célébration d'amour authentique avec les personnes qui comptaient vraiment. Hélène fut le témoin. Sophie, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur, pleura plus que la mariée. Gilberte, que François avait demandé d'être son témoin, conduisit la cérémonie avec la dignité de quelqu'un qui avait assisté à la naissance de cet amour. Madame Leclerc prépara le banquet. Antoine décora le jardin avec des fleurs qu'il avait lui-même cultivées. La petite équipe d'employés de la maison se joignit à la famille et aux amis intimes des deux. Il n'y eut pas de photographes mondains, pas d'articles dans les magazines à potins. Il y eut seulement 2 personnes qui avaient appris que l'amour véritable se construit jour après jour, avec respect, admiration et la décision constante de se choisir l'un l'autre. Claire porta une robe, simple mais élégante qu'elle avait elle-même choisie, non pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre quelque chose de plus cher, mais parce qu'elle voulait quelque chose qui soit vraiment elle. François était impeccable, mais ce qui l'embellissait vraiment était le bonheur rayonnant sur son visage. Pendant la cérémonie, chacun lut des vœux qu'ils avaient écrits personnellement. « François, » dit Claire, le regardant directement dans les yeux, « tu m'as appris qu'il est possible d'être choyé sans être diminué, d'être aimé sans perdre son identité. Je promets de t'aimer avec la même intensité que j'aime mes rêves. Parce que j'ai appris que l'amour véritable multiplie notre capacité à être heureux, il ne la limite pas. »« Claire, » répondit François, la voix pleine d'émotion, « tu m'as appris la différence entre contrôler et protéger, entre posséder et aimer. Je promets de créer avec toi une vie où nous pourrons nous épanouir ensemble, où tes rêves seront aussi importants que les miens, où nous construirons non seulement une maison, mais un véritable foyer. »
Quand ils s'embrassèrent, comme mari et femme, les orchidées dans le jardin semblaient briller plus intensément, comme si la nature elle-même célébrait ce moment. 2 ans plus tard, François et Claire inaugurèrent l'Institut Maison avec Cœur, une organisation qui offrait des projets d'architecture sociale gratuits pour les communautés défavorisées. Claire avait obtenu son diplôme d'architecture avec les meilleures notes de sa promotion, et François avait utilisé une partie de sa fortune pour financer des projets qui changeaient vraiment des vies. Ils travaillaient côte à côte, chacun contribuant avec ses compétences uniques. François s'occupait de la partie administrative et de la collecte de fonds. Claire développait les projets et supervisait leur exécution. La demeure restait leur maison, mais servait maintenant aussi de siège à l'Institut. La bibliothèque, où ils s'étaient retrouvés, était devenue une salle de réunion. L'office où Claire avait créé le premier environnement accueillant était devenu un lieu de convivialité pour l'équipe. Et les orchidées continuaient à se multiplier, répandues dans toute la maison, comme des rappels constants que la vie trouve toujours des brèches pour fleurir. Sophie obtint son diplôme d'ingénierie et vint travailler à l'Institut, se spécialisant dans des projets d'infrastructures durables. Elle et Claire purent enfin rêver ensemble, construisant un avenir qui honorait tant leurs origines modestes que leurs ambitions illimitées. L'histoire de François et Claire devint légendaire dans les cercles d'architecture sociale, non pas pour la romance, mais pour le travail transformateur qu'ils développèrent ensemble. Ils prouvèrent que lorsque 2 personnes s'unissent avec un objectif commun, elles peuvent vraiment changer le monde, une maison, une famille, une communauté à la fois. Et chaque soir, quand ils rentraient chez eux après une journée à transformer des espaces et des vies, ils s'asseyaient dans la bibliothèque près des orchidées et se rappelaient le chemin qui les avait menés jusque-là. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Claire une de ces nuits, blottie dans les bras de François dans le fauteuil où tout avait commencé. « Rien », répondit François sans hésiter. Chaque erreur, chaque difficulté, chaque moment de séparation était nécessaire pour nous amener ici. Même la nuit de l'orage. Surtout la nuit de l'orage, dit François, embrassant le sommet de sa tête. C'est là que j'ai appris que tu étais assez forte pour me défendre contre moi-même. Claire sourit, jouant avec l'alliance à son doigt. Sais-tu ce que j'aime le plus dans notre histoire? Quoi? Qu'elle ne s'est pas terminée par « ils vécurent heureux pour toujours ». Elle continue tous les jours, avec nous qui choisissons de construire le bonheur ensemble. François la serra plus fort. Pour toujours n'est pas une destination, acquiesça-t-il. C'est une décision que nous prenons tous les jours. Et c'est ainsi que Claire, Martin et François Delorme écrivirent une histoire d'amour qui commença avec une orchidée presque morte et s'épanouit en une vie entière de buts, de passion et de transformation. Une histoire qui prouva que certains amours sont vraiment assez forts pour vaincre n'importe quelle tempête et fleurir plus beau après la pluie. Une histoire qui montra que le respect est vraiment le seul luxe qui vaille, et que lorsque l'amour est construit sur cette base, il peut croître infiniment, transformant non seulement 2 vies, mais le monde entier autour d'eux. Et chaque fois que quelqu'un demandait le secret d'un mariage si solide, ils répondaient avec la phrase qui était devenue la devise de leur vie. Prendre soin n'est pas s'annuler, c'est choisir de grandir ensemble.